Ouais, salut à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 34 de mon incroyable carrière avec la ECW en 1997. Je suis ravi de vous retrouver sur cet épisode. J'avais terminé le 33, il s'est passé tellement de choses que j'avais qu'une hâte. C'était de commencer à enregistrer cet épisode numéro 34. Nous sommes précisément au moment où je commence à tourner, le 22 avril 2020. Demain, 23 avril, sort la bêta, version bêta démo de TEW 2020. Une bêta qu'on ira si j'ai la possibilité de la télécharger, parce que je pense que les réseaux vont être un peu saturés, notamment au niveau de la plateforme qui distribue le jeu. Adam Ryland apparemment a pris des précautions. On essaiera d'aller chercher cette version démo et de la tester ensemble sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, que vous pouvez me suivre, c'est Sturi316 sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre. Je préviendrai quand je passerai en enregistrement, en live, sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, pour qu'on puisse débriefer un petit peu de tout ça. Il n'y aura pas de rediffusion du live sur la chaîne C'est ça le catch, peut-être un condensé, voilà, qu'on retrouvera sur la corde à linge, mais j'ai un peu hâte, voilà, d'aller tester TEW 2020. Pour autant, au vu de l'amour que vous donnez quand même à cette série, j'ai pas envie de la laisser tomber, hein. J'ai pas envie de la laisser tomber. Vous avez été plus de 7000 à regarder le dernier épisode en si peu de temps, ça m'a fait énormément plaisir de voir qu'il y avait plus de 7000 visionnages sur le dernier épisode, avec un record, il faut bien l'avouer, un record de likes, 458 likes. Sur du TEW, ça fait particulièrement plaisir, mais je me dis que si vous êtes autant à aimer la série, là je fais mon petit forcing avec les pouces bleus en ce moment, mais on peut les dépasser les 1000, sans problème, sans déconner quoi. Ce serait pas beau ça, d'aller chercher les 1000 likes pour un épisode de TEW, surtout que là, j'ai réfléchi, tu vois, avec l'affaire, avec Terry Funk, qui tourne au heel, avec Taz qui est parti, voilà, le renfort, le partenariat qu'on a avec WWF, il y a beaucoup de choses, je vous le promets, qui vont se passer dans cet épisode, qui vont, je l'espère, vous faire plaisir. Et vous savez quoi, je vais pas perdre beaucoup plus de temps, on va y aller tête première, tête baissée dans cette grande aventure, mais avant toute chose, un point qui m'a été préconisé dans les commentaires, c'est de m'occuper, dans le schedule, de m'occuper des house shows. Alors, depuis qu'on est au niveau culte, on a 14 catcheurs signés, donc automatiquement, ECW propose des house shows qui ont aucun... comment dire, qui ont aucune incidence sur le booking actuel. C'est juste des matchs qui me permettent de rentrer de l'argent. Je m'occupe pas du tout du booking, ça se fait automatiquement. J'ai 14 catcheurs éligibles, c'est essentiellement des catcheurs qui sont sous contrat signés avec la compagnie. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez, quand on est par exemple dans la Twisted, comme on l'a été le 4e week-end de août, voilà, Twisted, ça me rapporte quand même 14 000 $. Mais ce qu'on m'a dit, ce que je peux faire, c'est que je peux travailler des affinités entre les catcheurs. Je peux, par exemple, dire à Hayabusa, voilà, Hayabusa, voilà, je vais dire Booking Hayabusa, qui est signé, et Juventud Guerrera, travailler en tant qu'adversaire, voilà, pour essayer d'améliorer leur chimie dans le ring. Ça peut aider. Donc ça, c'est des petits trucs que je vais commencer à m'y intéresser, parce que si ça peut m'aider à débloquer des bonnes chimies entre les catcheurs, c'est plutôt chouette. Donc, pour après peut-être proposer ça, tu vois, dans le ring. Donc il y a plein de petits trucs comme ça que je vais commencer à un petit peu mettre en place. Je vais faire ça en off, je vous en parlerai, comment ça avance, comment ça évolue. Mais voilà, petite chose intéressante qu'on va essayer de développer un petit peu plus sur les house shows, essayer de profiter de tous ces catcheurs. Et je pense aussi qu'au vu de la bonne économie de la structure, on va proposer un peu plus de contrats signés à nos catcheurs, pour avoir plus de monde sur la house show, plus de stars, et voilà, attirer un petit peu, voilà, toujours plus de visibilité pour notre belle ECW. Perdons pas de temps, allons-y gaiement. Je vous rappelle qu'actuellement, nous sommes à 68 en importance au niveau de la Twisted, 61 dans le Mid-Atlantique. Pour l'instant, voilà, ces deux états-là sont très très forts. Le New England et le South East vont se rapprocher. Je considère qu'il est peut-être très intéressant là de travailler sur le South East qui va déclencher par le spillover
de l'intérêt pour d'autres régions qui m'intéressent. Comme par exemple, mon Mid-Atlantique, ça va. Mid-South, j'ai besoin que ça booste un petit peu le Mid-South. Les Grands Lacs montent automatiquement, et le Mid-West aussi. Donc South-East à travailler. Si je vais travailler dans les Grands Lacs, où je suis un petit peu plus en galère, le spillover, il se fait sur Tri-State Mid-Atlantique, donc ça, j'ai pas de... Pour l'instant, ça va. Le Midwest, toujours, et Ontario, qui m'intéresse pas forcément, parce que je cherche pas à m'étendre plus que ça au Canada. Donc, pour moi, le South-East peut être une bonne opportunité pour essayer de faire grandir, tu vois, et par défaut, attirer les régions qui sont les plus en galère. Alors, je sais que parmi les, il y a 1, 2, 3, 4, 5, à chaque fois je les recompte. Il y a 11 régions, je dois en garder 8. Puerto Rico, Hawaï, ça va pas être mon objectif. Le Northwest est un peu délicat, mais le Southwest est très délicat. Si on regarde le Trek Progress, tu vois, il y a quelques temps, une région comme le Midwest où il n'y avait rien, tu vois, il y a un an de ça, on est à 9. Là, on est monté à 19. Avec, et encore, il y a 3-4 mois, il n'y avait rien du tout, tu vois, au mois de mai, on était à 12, là, on est monté à 19. Donc ça va grimper petit à petit. Ça, je m'inquiète pas trop. Il faut regarder un petit peu ces courbes d'importance pour essayer de booster un maximum ces régions qui vont amener le niveau national. Ça va être notre objectif, de toute façon, essayer de conserver des talents, continuer à faire grimper certains catcheurs en popularité au travers de plusieurs états. Et économiquement, on a les reins solides. Donc, je m'inquiète pas trop, tu vois. Petite introduction, j'avance, parce que Booking, évidemment. ECW Hardcore TV, on rentre dans le vif du sujet avec Steve Austin, qui vient au ring pour faire son speech, remercier les fans. Pour l'accueil qui lui a été réservé lors de son retour face à Kurt Hennig. Il est devenu champion de la ECW pour la première fois. Il explique que c'était un de ses objectifs, qu'il n'était pas parti en froid avec la compagnie, il était parti, voilà, découvrir de nouveaux horizons, le Japon, il était du côté de New Japan, il a été en Europe, il a affronté les adversaires redoutables, tout ça. Mais son but, voilà, il fait un discours vraiment dans le sens, son but c'était de revenir et d'élever la ECW au plus grand des niveaux. Plus grand des niveaux. Grosse pop, imagine, hein, c'est Steve Austin, bien entendu. Et là, t'as Terry Funk, Paul Heyman, qui se pointe. Terry Funk, qui va prendre la parole, Heyman qui est derrière. Terry Funk qui dit « Bravo Austin, j'ai toujours cru que t'étais un bon catcheur. Toi et moi, on a beaucoup partagé de grands moments dans le ring, mais je suis pas vraiment d'accord avec toi sur pas mal de points, et Paul Heyman pourra en témoigner. À l'époque, t'es parti, t'as quitté le navire, alors que moi, Terry Funk, je suis resté. D'autres mecs sont restés. Et t'arrives, tu prends des opportunités, tu deviens champion, très bien, voilà, c'est bien, mais on pense pas que ça soit bon pour l'expansion de la ECW. Paul Heyman, Terry Funk, qu'est-ce qui complote? Est-ce que Paul Heyman va reprendre du contrôle? Lui, je veux reprendre le contrôle de la ECW. Austin est devenu champion, on devrait peut-être se réjouir de la situation, mais ça va pas pour Heyman et Terry Funk. Ça leur plaît moyen. Voilà. Mettre juste Austin en garde ce soir. Austin qui sera en action plus tard dans le show, qui sera dans un match en équipe avec Tommy Dreamer. 90, gros segment, et c'est le début également d'une storyline, The Expansion of ECW. Storyline a débuté. Paul Heyman underperformed, il n'a pas été non plus super bien, mais voilà, Steve Austin, Terry Funk, rendu l'angle particulièrement cool. Petit match pour ouvrir le show avec Al Snow qui va battre Mustafa Saed. Une note de 69, victoire de Al Snow après un snowplow, voilà, 10 minutes 05, pas pire, pas mieux. Al Snow derrière qui va faire une promo et qui va provoquer le Sandman en lui disant, écoute, lors du dernier épisode, qui tombe kayfabe, lors du dernier épisode, j'avais fait un match entre le Sandman et Al Snow, j'avais pas booké le vainqueur parce que je m'attendais à ce que le Sandman gagne. Et je vous ai commenté le match comme si le Sandman avait gagné et continuait de faire monter son momentum, alors que c'est faux. En réalité, Al Snow avait battu le Sandman. Et je remercie, je ne sais plus quel abonné, pour me l'avoir fait signaler. Donc Al Snow, de ce fait, il sait que le Sandman pour le moment est blessé, mais il le défie pour un match pour le championnat XTV parce qu'il a déjà été capable de le battre. Donc Al Snow, le Sandman, plus tard, quand bien entendu le Sandman sera remis de ses blessures. Je prépare, il y a un petit handle change que je vais pas faire, volontairement, mais je prépare quelque chose d'assez intéressant, vous allez voir. Hayabusa et Billy Kidman en équipe, parce qu'on m'a dit qu'ils faisaient une bonne équipe, c'était une équipe plutôt sympa, qu'ils avaient une bonne chimie dans le ring. Ils vont prendre un job, voilà, contre les Dudley Boys, dans un match, je crois que c'est classique, CW Rules match, pas pire, pas mieux, quoi. Victoire des Dudley Boys, qui font le taf, comme d'habitude. Devon fait une note de 80, Bubber est de 70. Bon, après, on est dans le South-East, donc ça fait pas non plus... Oui, le show, on le fait dans le South-East. Ça fait pas non plus une note exceptionnelle, mais 69, ça me va très bien.
les retours autour du match sont particulièrement positifs. Ça va, ça va. Ensuite, Dean Malenko contre Rocky Maivia. Alors ici, le but c'est que il faut essayer de redonner un peu de momentum à Rocky Maivia qui, comme beaucoup me l'ont suggéré, devrait reprendre une place de top heel au sein de la compagnie. Alors le problème de Rocky Maivia, c'est que pendant toute sa période de convalescence, il a pas mal perdu en overness. Quand j'ai fait mon roster, enfin les push automatiques, on me l'a remis mid-carder, clairement. Donc il va falloir prendre le temps de le reconstruire. Dean Malenko, qui lui est upper mid-carder, a pas de problème de voir des talents le battre dans le ring. Ça lui va, ça le dérange pas. Donc j'ai fait Dean Malenko contre Rocky Maivia avec une victoire de Rocky sur Malenko, par soumission après le sharpshooter, suite à une intervention de Jaya Jameson, qui reste aux côtés bien entendu de Rocky Maivia. Le match est plutôt bien, voilà, Rocky, Jaya Jameson, great chemistry, Joey Styles et Rick Rude qui continuent de bien travailler ensemble à la table des commentateurs, et Dean Malenko, voilà, qui me fait une performance de 78, un petit 60 pour Rocky. Mais bon, le fait qu'on soit dans le South East pollue, je pense, un petit peu cette note, voilà, parce que Rocky Maivia est pas des plus populaires. Faudrait que j'aille voir la note de Rocky dans le South East, c'est pas le catcheur le plus populaire dans cet état-là. 72, dans cette région-là, pardon. 72, ok, derrière, Rocky et Jenna vont faire une promo. Une promo pour expliquer que, grosso modo, depuis le départ de Kurt Hennig, la Dangerous Alliance n'a pas raison d'exister. Elle n'a plus aucune raison d'exister. Voilà, elle ne sert plus à rien à Dangerous Alliance. De toute façon, Doug Gilbert, c'est un con, il fait de la merde. Il va trash-talker tous ses anciens partenaires au sein de la Dangerous Alliance. Désormais, c'est la Rocky Alliance, c'est Rocky contre le monde. Voilà, c'est Rocky qui va être de retour au top. Rocky va être le futur. D'ailleurs, Rocky's the future. Voilà. Et il va parler, bien entendu, de Steve Austin. Il veut se positionner comme être le prochain challenger au championnat de Steve Austin. Et Jaya Jameson est là, et là-dedans au sens, parce que voilà ce qu'il y a de mieux pour la ECW. Bel angle, 79. Plus de Dangerous Alliance. Rick Rude ne dit rien à la table des commentateurs, t'imagines quand même, Rick Rude, alors il n'y a plus de Dangerous Alliance, Joey Styles, alors il n'y a plus rien, je sais pas trop ce qui se passe, on ira en parler backstage, on essaiera de décortiquer tout ça. Et Rocky aussi a le souhait, bien entendu, de conserver Jaya Jameson forte au pouvoir. Évidemment. Évidemment. Petit match pour la Déconne qui me fait une excellente match entre Chris Benoit et le United Kid, avec une victoire de Benoit sur le United Kid par soumission en 9 minutes, classique ECW Rules match, 81. Très bien, du bon catch. Chris Benoit fait une grosse note de 83, X-Pac me fait un bon 69. Histoire de remettre un petit peu tout le monde de bonne humeur. Bravo messieurs. Tommy Dreamer rend visite à Steve Austin backstage. Tommy Dreamer managé par Francine. Francine que j'ai mis manager également de Hayabusa. Voilà. Parce qu'il fallait que je trouve des meufs, tu vois, pour manager des catcheurs au sein de XTV. Donc, petite information. Austin, donc match par équipe, il va faire équipe avec Tommy Dreamer. Tommy Dreamer va le voir backstage et le félicite pour son retour. Même si, bon, il aimerait quand même avoir lui aussi à l'avenir sa chance pour ce championnat ECW qu'il avait en chasse juste avant, tu vois, c'était le dernier à avoir perdu contre Kurt Hennig. Mais pour autant, il est content du retour d'Austin, il pense que ça peut être clairement quelque chose de positif. T'imagines bien Tommy Dreamer, gros babyface, va pas dire « Ah, ça fait chier, quoi ». Non, non. Petit truc sympa, les deux hommes se font un câlin, partagent un bon moment, 84, et ils se dirigent vers leur combat, le main event de la soirée, qui me fait une excellente note, parce que ils vont affronter Kara Techno. Tu vois, cette équipe qu'on a composée comme ça, un petit peu au pif, avec le Techno Kid, donc le Inferno Kid, hein, réellement, et Doug Gilbert. Dans un match qui a eu du bon catch, une décente réaction de la part du public, Tommy Dreamer et Steve Austin battent Kara Techno, quand Steve Austin bat le Techno Kid par pinfall après un loot express. Le Techno Kid était le weak link dans le match, hein, voilà, gâchons un petit peu les performances de tout le monde, malgré tout ça me fait une excellente note de 81. Doug Gilbert et le Techno Kid ont une excellente chimie, et Doug Gilbert était très intéressant à utiliser ici, parce qu'on sait, il est assez populaire dans le South East. Steve Austin et Tommy Dreamer font des notes de 89 et 84, énorme. Doug Gilbert a très bon 76, le Techno Kid à la ramasse bien sûr avec un 27. Mais pour autant, j'ai envie de croire en cette alliance, et ça me fait quand même une note loin d'être déconnante. À 81, c'est du très gros segment. Mais le show ne va pas s'arrêter là, les amis. Rappelez-vous, Terry Funk, Paul Heyman ont mis Austin en garde. Comme quoi, il n'allait pas prendre part à l'expansion de la ECW. Mesdames et messieurs, nous introduisons à la ECW un prêt totalement incroyable de WWF. Terry Funk et Bam Bam Bigelow vont venir attaquer Austin et
et Tommy Dreamer. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Bam Bam Bigelow. Catcheur emblématique de WWE. Je vous avais déjà dit, c'était un profil très intéressant pour la ECW, parce que super brawler, pas mal en hardcore, il y a des trucs chouettes à faire. Il a une histoire, en plus, Bam Bam Bigelow à l'époque avec la ECW, parce qu'il y a une incroyable feud contre Taz. Bam Bam Bigelow qu'on a souvent considéré comme un catcheur peut-être un peu sous-coté du côté de WWE, parce que malgré son gabarit, un incroyable showman, capable de faire la roue, incroyable, main eventer de WrestleMania 11, bon, pour des raisons, voilà, Bam Bam Bigelow, Terry Funk et Paul Heyman forment la expansion de la ECW. Qu'est-ce que cela veut dire, les amis? Gros angle 80, la storyline se poursuit, Austin est à terre, nouveau challenger dans la place, nouvelle personnalité, Bam Bam Bigelow. 80. Je peux encore utiliser à 4 reprises, Bam Bam Bigelow dans le cadre du prêt. Gros show, 82, ça marche bien, on commence bien ce mois de septembre. Voilà, ça c'est plutôt plaisant. Alors, Bam Bam Bigelow au sein de la ECW. Bon, ok, c'est du prêt avec WWF, mais on peut s'amuser, on peut essayer de faire des trucs. Ça peut donner un petit peu de sens à ce que veulent des mecs comme Heyman et Terry Funk pour la ECW. L'expansion est en marche. Allez, quelques mails. Hardcore Rating à 2.05. Plutôt bien. Doug Gilbert se plaint. Je ne suis pas... D'accord. Je suis pas content de la manière dont je suis utilisé. J'ai besoin de regagner du momentum. Je pense qu'il a raison. On va essayer de redonner du momentum. Je sais pas, j'ai confiance en cette équipe Cara Techno. Je pense que ça peut être un truc assez intéressant. Ils peuvent s'établir autant de rangs d'équipe heel. Et Doug Gilbert peut reprendre, je pense, dans Sketch par équipe, une place qu'il avait avec... qu'il avait aux côtés de Perry Saturn, tu vois, au niveau de la hiérarchie. Il y a peut-être possibilité d'en faire quelque chose de cool, en imaginant que les mecs sont un peu goofy, hein, qu'ils sont un petit peu ridicules quand même. Gary Wolf a une proposition de la part de la WCW. Oh! On l'a prêté à WWF. Il est en prêt avec WWF. Gary Wolf qui a une proposition contractuelle de la part de WCW, que je vais regarder, pour un contrat signé à 5000 $ par mois. WCW, ils veulent décidément, véritablement foutre la merde au sein de mon roster. Alors, il faut que je contre-attaque hein, là-dessus. Il faut définitivement que je contre-attaque parce que même si les Pitbulls sont pas une équipe sur laquelle je vais vraiment compter, tu vois, à l'avenir, enfin, en tout cas pas dans un avenir proche, un mec comme Gary Wolf, il est très intéressant, notamment pour un aspect, tu vois, il a une très bonne note en hardcore à 64, il a une excellente note de 70 en brawl, il a que 30 ans, voilà. Il n'y a pas Star Quality, ça c'est évident. Voilà, s'il va à la WCW, c'est peut-être pour rien foutre. Il y a un bon selling. La psychologie et les basiques sont en constante évolution. Là, ça m'emmerderait de perdre Gary Wolf, de le voir quitter la compagnie. Et ce serait la même pour Matt Bullbuster. Comme je vous disais, hein, je vais proposer des contrats signés, je vais répliquer et proposer un contrat là immédiatement à Gary Wolf pour essayer de contrer sur tout ça. Hein, voilà, surtout si c'est pour 5000 $ par mois. Faut pas déconner, ça peut se prendre largement. Je contre-attaque. Ok, donc, on a quelques informations, hein, Megumi Kudo est blessé, bon ok. USWA, t'as vu, j'avais augmenté ma qualité de production dans plein de shows, du coup USWA ils suivent, ils passent la production value to high quality. T'as vu ça, on va inspirer, tu vois, les gens aussi à se découvrir et à monter leur production pour essayer d'être en concurrence avec nous. Bah USWA, je me doute, parce que eux et Smoky Mountain Wrestling, c'est un peu mes gros rivales, tu vois, du moment, même si pour l'instant on est devant. Et WCW vient d'altérer les conditions de contrat proposées à Gary Wolf. Alors, je lui ai proposé 5390 $. WCW vient de faire une offre à 6500 $. Voilà, en baissant le signing bonus, en le baissant à 3250. Ce qui est assez intéressant, ils avaient une proposition de contrat sur 2 ans, là ils passent sur 3. Donc on va essayer de s'aligner, on va se mettre à 6600. Moi je suis prêt à faire cet effort. Même pour Gary Wolf, je sais que ça peut paraître assez étonnant, mais j'ai pas envie de perdre Gary Wolf, donc je vais même faire une proposition à 6700. Je vais proposer un petit peu moins, je vais proposer que 4000 $ de couverture de bonus, trajet non couvert, comme d'habitude, 10% par show, 3 années. Mec lui offert, on va voir, il accepte ce terme, voilà, très bien. Très considéré. À moins qu'une meilleure offre arrive. Tu vois, la dernière fois, l'erreur que j'avais fait avec Taz, c'est qu'il était en hésitation sur 2 offres. Là, il considère très sérieusement mon offre. Et il acceptera d'aller chez nous, à moins qu'il y ait une nouvelle offre sur le papier. Donc,
nouvelle offre pour Gary Wolf. Et il n'y a pas intérêt de décoller parce qu'on va pas faire monter non plus les enchères pendant 10 ans. Là, 6600, je peux y aller. Pour Gary Wolf, on peut y aller. On peut essayer d'y aller. Autobooker, tout ce qui est de plus autobooker pour ce show en Nouvelle-Angleterre qui nous ramène 847 personnes pour XTV. Voilà, pas forcément fameux. Bullpay et Al Snow font une petite promo qui fait 60, ok. Ensuite, ils affrontent Danny Doring et Steve Corino pour la déconne. Danny Doring, c'est toujours pourri, ça fait 49, donc ça me va comme note. Al Snow fait vraiment une bonne note de 64. J'ai confiance en Al Snow quand même pour la suite. Hein. J'ai pris malheureusement peu le temps de l'exploiter par le passé, mais je suis assez contente de certaines notes que me sort Al Snow. Donc ça me va. 34 pour Corino, qui a quand même du mal à grimper. Et Danny Doring, forcément, fait 27. Bon. Ok. Angle avec Chris Shetty et Chavo Guerrero Jr., qu'on n'avait pas beaucoup vu récemment, Chris Shetty. Chavo Guerrero et Lily Alexandra, ça marche bien ensemble, donc ça, quelque part, tant mieux. 50, ok. Derrière, ils s'affrontent pas. C'est les Pitbulls contre Moore et Helms, ça me fait 61. Gary Wolf, je surveille la note, ce qui me fait un 70. Le mec, les propositions de contrat, peut-être que ça le motive, hein, donc c'est plutôt pas mal. Derrière, Shane Helms fait toujours un peu mieux que Shannon Moore, 48 et 44. Ok. On continue avec un angle, putain, pourrave, entre John Zandig et Mustafa Said, 39, et ils s'affrontent dans le main event. Classique ECW Rules Match, victoire de Mustafa Said sur John Zandig, qui me fait 42. Les notes des mecs sont de 36 et 37, c'était vraiment pas un beau main event. Bref. 47, pas assez de femmes attractives sur le show, ratio de 1 sur 16. Bon, il n'y a pas eu Hayabusa managé par Francine, c'est peut-être ça. Faut que je trouve... Faudrait peut-être que je trouve une fille pour mettre avec Shannon et Shannon Moore. Ce qui pourrait être pas mal. Je vais essayer de trouver une association comme ça, une fille à mettre avec Shannon Moore et Shannon. Peut-être aller faire une recrue et leur mettre une manageuse. Ça pourrait être un bon plan. XTV a fait un rating de 0.13, qui est pas forcément dégueulasse. Earl Hebner a signé un nouveau contrat avec WWF. Sean Waltman s'engage sur une tournée avec MPW, ok. Et Gary Wolf, punaise, c'est pas possible. WCW qui repropose quelque chose en plus. Ils vont à combien? 6970 $ et 4 années de contrat. 4 années de contrat. Bon, sachant qu'on va pas jouer au jeu, je pense, encore pendant 4 années. on va aller s'aligner, c'est pas possible, ça. Attends, je peux même pas aller Toggle Smart Offer. On va aller à plus, hein. On va lui proposer 7000 $ de contrat. Ils sont incroyables, WCW. On va mettre 4 années. Je vais faire l'offre comme ça. View Rivals Offer. La clause de bonus, c'est 3400 $. Là, je vais baisser un petit peu. Quand même essayer de faire des... Il n'y a pas de petites économies, même si pour l'instant on est pas mal. Je me place juste au-dessus d'eux. Comme dit Gary Wolf. D'accord, ok. Donc là, par exemple, là c'est le truc que j'avais eu avec Taz. Il est pas d'accord. Donc non, je rends pas l'affaire officielle, je vais grimper. Je vais grimper et je vais lui proposer 7300 $. 7300 $, voilà. C'est une offre qui semble vouloir accepter. J'espère que ça va passer, hein. Punaise, grosse rivière. WCW vont vraiment, voilà, Eric Bischoff tente de piquer mes mecs. Et c'est bizarre, j'ai moins de scrupules, tu vois, à lâcher un mec comme Taz ou Kurt Hennig, mais je veux garder une mid-card. Je veux garder une mid-card et surtout une division par équipe. Je suis très fier pour l'instant de ce qu'on fait avec cette division par équipe. On arrive à bien rebondir. Donc, à part, voilà, la grosse connerie de... Oh, le contrat avec le contrat de Matt Hardy. Ok, super. Donc, Billy Kidman. Contrat non exclusif avec SMW, c'est pas grave, il va prendre de l'expérience. Mustafa Said part. On se démerdera avec New Jack quelque temps. Je sais que vous m'avez proposé de prolonger Mustafa Said. Là, en plus, il vient de battre... John Zandig, mais bref, c'est pas grave. Je vais pas surveiller ça, mais je garde New Jack tout seul et on verra ce qu'on fera. On essaiera peut-être de mettre New Jack en équipe avec quelqu'un d'autre. Par contre, Matt Hardy qui quitte WWF, ça m'intéresse. Enfin, qui est en fin de négociation avec WWF. Je vais reproposer un contrat avec Matt Hardy. 22 ans, quelques petites choses intéressantes. Il a progressé sur les basiques, sur la psychologie, donc ça c'est plutôt bien. Il y a la Star Quality qui est très intéressante parce qu'elle a 78 avec Matt Hardy. Il n'a pas des super perfs en babyface ou en heel pour le moment, mais j'espère que ça grandira. Et si après, par la suite, je peux récupérer du Jeff Hardy, je serais bien ravi, quoi. Donc, Matt Hardy, fin de contrat avec WWF. Je vais lui faire une proposition, ça ferait plaisir, bien entendu, à Shannon Moore et à Shane Helms. Hein, Omega représente. 3900 $, c'est pas la folie. Je vais peut-être même la proposer comme ça, telle quelle. Si je lui propose même comme ça, à 0, 3900 $, on verra s'il y a une offre... proposé, il y aura forcément une offre proposée par WWF derrière, sans information sur le push, 3 années, 3900 $, trajet non couvert. Si je fais l'offre,
Bon, je peux faire l'offre et je vais surveiller ça. S'il a une offre, une contre-offre de la part de WWF, j'essaierai de m'aligner pour essayer de récupérer Matt Hardy. Ok, pas mal. Avançons. Nouveau show Hardcore TV qui va débuter avec un tournoi mis en place par Jenna Jameson pour déterminer de nouveaux aspirants numéro 1 au championnat par équipe de Billy et Bart Gunn de WWF qui sont pas présents. 2 apparitions, on va quand même les préserver, on va les garder pour un petit peu plus tard. Tournoi par équipe où dans ce premier tour, Cara Techno va battre les Suicide Blondes. Alors il faut savoir que malheureusement pour Edge, Excellent Castle, vous le savez, il combat avec une blessure, donc il va malheureusement l'handicaper sur une partie du match. D'ailleurs, voilà, c'est reprécisé ici. Malgré tout, bon, Sexton Castle fait une 2,55. Alors oui, information très importante, vous voyez peut-être, on fait que 1000 personnes, parce que on est dans le Midwest. Je fais des tests. On va draw un petit peu moins d'argent, mais par contre, on va essayer de proposer un bon show de télé pour gagner en popularité dans la région. Show dans le Midwest. Après, ça va venir avec les contrats télé, je sais bien, mais c'est pour travailler aussi ces autres régions. Je me suis dit, Hardcore TV, on va le tenter là-bas. C'est peut-être pas une bonne solution, on verra surtout par rapport aux notes. Cara Techno contre les Suicide Blondes, ça me fait un 67 pour essayer de chauffer la foule. Forcément, Sexual Castle qui est blessé va être un peu en dessous de tout le monde, donc c'est même lui qui va prendre le pin à la fin de Doug Gilbert, pour essayer aussi de redonner un peu de momentum à mon équipe de Cara Techno. Ça reviendra pour les Suicide Blondes, vous inquiétez pas. Derrière, Terry Funk, Paul Heyman débarquent dans le bureau de J.A. Jameson, qui est toujours en charge, hein, bien entendu, de la compagnie, et J.A. Jameson qui blâme Heyman et Terry Funk de jouer à un jeu dangereux en essayant de s'allier avec des catcheurs de WWF sans lui demander son autorisation, etc., ramener d'autres personnes, ça lui va pas du tout. Terry Funk la rappelle juste que lui rappelle juste que si elle ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent, Terry Funk fera un procès à ECW que J.A. Jameson ne pourra jamais payer avec tout l'argent du monde. Donc voilà, on se tient un petit peu en joue sur pas mal de points. Pareil, on parle de Steve Austin, de Toby Dreamer, ce qui s'est passé la dernière fois. 82, et ça continue voilà, de travailler la storyline expansion of ECW. J.A. Jameson, voilà, qui voilà, de ce fait se retrouve un petit peu en panique. Rocky n'est pas là ce soir, dans le Midwest il n'a pas une bonne popularité, donc c'est pas le bon endroit pour l'utiliser. Ensuite, nouveau match par équipe. Les Pitbulls vont affronter Chris, Benoit et Dean Malenko. Un très bon match par équipe qui me fait une note de 78, où l'équipe de Benoit et Malenko va se qualifier pour la finale pour déterminer les championnats par équipe. Donc Benoit et Malenko ils vont affronter Doug Gilbert et Cara Techno. Doug Gilbert et Techno Kid dans la finale de ce match. Benoit a porté le match en termes de in-ring experience. Tout va bien, les notes sont correctes, voilà, Benoit est au-dessus de tout le monde, une très bonne note encore une fois pour Gary Wolf, enfin, j'espère en tout cas qu'on saura le conserver. 78, derrière, les Dudley Boys sont pistes de pas être dans le tournoi. On n'est pas dans le tournoi. Vous mettez des équipes, etc., et vous prenez pas la meilleure équipe du monde, les Dudley Boys. J.A. Jameson rappelle, vous avez perdu contre Bart Gunn et Billy Gunn. Donc voilà, c'est normal qu'on laisse la chance à d'autres équipes, enfin, bref. Donc ça, Devon Dudley, Bubba Dudley, bah, écoute, tu sais quoi, si on reçoit une offre de contrat par WCW, eh ben on signe. Voilà, il y aura, cherchez pas à nous retenir. Tu vois, on fait intervenir de la politique, etc., les Dudley Boys qui sont pistes, et Paul Heyman est derrière la porte. Il entend tout, et quand J.A. Jameson sort du bureau, tu vois, un petit peu dégoûté de voir la situation lui échapper, Heyman se marre. Heyman se marre de l'avoir pas géré le truc. Tout le monde joue bien le segment, ça me fait qu'un petit 69, je suis un peu déçu. Est-ce que là aussi c'est le fait qu'on soit dans le Midwest, qui fait que ça prenne pas aussi bien que l'on espère. Mais bref, tout le monde est content en plus de jouer off-script, ce qui marche plutôt bien. Voilà, tout le monde est assez bon, sans script, donc tout va bien. 69. Brian Pillman. On l'a pas utilisé la dernière fois, Brian Pillman, qui traîne de force, bien entendu, Kimona Walaya avec lui au ring désormais, hein, il a kidnappé la manageuse de Raven, qu'on a écarté voilà, des écrans pour le moment, suite à sa nouvelle défaite contre Pillman. Voilà. Il a récupéré sa manageuse. Et il affronte Stevie Richards dans un match décente réaction du public, bonne 8, qui me fait une très bonne note de 80, je trouve. Va battre, bien entendu, Stevie Richards. Et bon, apparemment, le turn que je prévois pour Kimona Walaya se passe pas forcément bien, parce qu'on va faire un syndrome de Stockholm. Je vais mettre Kimona avec Brian Pillman. Il n'y a pas d'informations concrètes sur comment ça se passe entre Brian Pillman et il est pas motivé, tiens d'ailleurs, Stevie Richards pour affronter
pour affronter Brian Pillman. Ok, ce qui est un peu dommage. Mais on va essayer de travailler une alliance, voilà, mettre Pillman et mettre Kimona en tant que managers. Alors il n'a pas besoin de manager, mais je trouve que c'est un peu cool dans ce délire avec Raven d'utiliser Kimona un petit peu comme maillon tendancieux. Je ne fais pas faire de turn maintenant à Kimona. En revanche, je change la gimmick de Steve Richards, qui arrivait un petit peu en fin de gimmick. Alors attends. Non, c'est pas pour tourner, voilà. Il avait une gimmick encore de laquais. Désormais, il va faire des imitations. Il va imiter des catcheurs pour être un petit peu personnage comédie. Je vais pas faire ça maintenant, mais je pense que ça peut être une bonne gimmick pour essayer un peu de relancer Steve Richards. Qui peut être vraiment mon mid-carder un petit peu fun, un petit peu cool. Ça, je vais pas le faire tout de suite. Derrière, Pillman va continuer avec Kimona Waleya de chambrer Raven. Ça va faire peut-être... Non, ça fait pas perdre de la hit. Mais par contre, voilà. Il n'y a pas une grosse réaction du public pour Kimona Waleya qui est peut-être en passe de faire un nouveau turn parce que le dernier est récent. Kimona en tant que babyface, c'était pas une bonne solution manager de Raven. J'aurais dû la garder heal et je pense vraiment très sincèrement que Kimona Waleya fera une meilleure manager en heal à l'avenir. Parce que là j'ai Bula McGillicuddy qui est un petit peu dans le rôle de la girl next door pour l'instant. Il y a Francine qui a une position un peu similaire. Kimona, je préfère la laisser, tu vois, autour d'une personnalité forte comme elle l'a été avec Raven à l'époque. Donc je vais la retourner heal, bien sûr. Mais pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. On continue un petit peu de le travailler. Le Lightning Kid contre Shanems, petit match qui va... vu que Shanems a fait des notes pas trop dégueulasses, je redonne un peu de momentum à X-Pac. Qui va battre Shanems, voilà, en 5 minutes, Moonsault, 71, note correcte. Surtout vu l'endroit où on se trouve. Ça me va. Enfin, pour le main event, Tommy Dreamer, qui lui est en état de se battre, Steve Austin n'est pas là. Suite à l'attaque de la semaine dernière, Dreamer est là. Et Heyman va dire à Dreamer qu'il a une surprise pour lui. Il y a une surprise qui l'attend un petit peu backstage, tu vois. Là, tu vas dans cette salle-là, etc. Il y a une surprise pour toi. Gros segment, 86. On parle mal à Dreamer, on le tient un petit peu en joue, on est un petit peu menaçant, etc. Et en fait, il y a Terry Funk qui l'attend pour un Boiler Room Brawl match. Hein, souvenez-vous, Undertaker, Mankind en 96, In Your House. Bagarre donc du coup depuis les backstage qui va revenir vers le ring, qui va me faire qu'une petite note de 77, ça je suis un petit peu déçu. Par contre, l'information la plus importante dans un match pourtant qui est décrit comme exceptionnel, Terry Funk va battre Tommy Dreamer par pinfall. Terry Funk, il faut savoir, est très populaire en Midwest. C'est pour ça qu'il me fait une note de 90, Tommy Dreamer fait un bon 80. Ce qui est dommage, c'est que ça me fait 77 au final. Victoire de Terry Funk grâce à une intervention du Sandman. Le Sandman qui vient prêter main forte à Terry Funk et Paul Heyman. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Sandman décide de prendre parti à l'action? 90 et 80, c'est vrai que c'est un peu dommage que ce segment soit pénalisé de la sorte. Je pense qu'on peut faire des très bons matchs entre Tommy Dreamer et Terry Funk, réellement. Il y a une très belle carte à jouer. Je pense que c'est le booking qui va pas trop aider la fin du match. Les moins sont sur quoi? Terry Funk pénalisé pour stamina. En même temps, 14 minutes, c'est peut-être un peu long pour un match de Terry Funk. Pénalisé, crap, short match. J'aurais dû le faire plus long, en fait. J'aurais dû le faire plus long. C'est le genre de match qu'il faut faire un peu plus long. Ok. Très bien. Tout se passe bien. Hein. Tommy Dreamer, Terry Funk, c'est des matchs sur lesquels ils peuvent bien performer. On ferait une revanche. Tiens, ça m'inspire. On n'a pas fait beaucoup de Baylor Brawl match. On fera une revanche. Alors, Handle Change. Je vais changer la gimmick du Sandman. Qui va passer en tant que censeur. Vous savez peut-être où je veux en venir. On y viendra, progressivement. Mais pas encore maintenant. Il y a une grosse, par contre, c'est des grosses notes de babyface. Il retournera face un jour ou un autre. Sandman, pour l'instant, j'ai plus d'idées à l'utiliser en tant que heal. Est-ce que le Sandman, est-ce que ça veut dire qu'il rejoint l'expansion? Question. 78, show correct. Voilà, 78 pour un show dans le Midwest. C'est pas si déconnant. On ira voir si ça a un petit peu pris en note. Je crois qu'on était à 23 en popularité dans le Midwest. Ce qui n'est pas non plus la grande folie, mais bref. Midwest size. Non, on était... Non, pardon, je disais Midwest. Non, c'est pas dans le Midwest qu'on était. Quel con. On était dans le Mid-South. On est resté à 23. Mais ça grimpera, ça grimpera, ça grimpera. Ça grimpe peut-être pas tout de suite, mais ça va grimper. Négociation avec Matt Hardy, qui se sont fait, voilà, dans le plus grand des calmes. Matt Hardy, il accepte. WWE a pas proposé quoi que ce soit. Matt Hardy est de retour chez nous, à la maison. Complète contrat. Voilà, babyface pour la déconne, Matt Hardy. Qui pourra nous rejoindre dans les 24 jours à venir. Ok.
Et on est toujours en négociation avec Gary Wolf, hein, ça ne bouge pas pour le moment. Gary Wolf, le contrat, on est toujours au-dessus de l'offre. WCW 7050, on est au-dessus de leur offre. On est au-dessus de leur offre, qui ont proposé... Attends. Ils ont fait une nouvelle offre. Ils ont fait une nouvelle offre. Oui, il y a une nouvelle offre. On va y venir, alors. 2.02, un petit peu moins bien. Chavo Guerrero qui vient se relocaliser dans en Nouvelle-Angleterre. Très bien. Il est pas loin, il est près de la maison. WCW alterne état. Ok, donc Gary Wolf. Negotiate. Attention. Parce qu'on était quand même sur 7300 $. Là, on propose du 7050 sur 5 années. 5 années. Et moi, je lui avais proposé 4 années. Je fais la même pour 5 années. 5 années. Ok. Petit bonus supplémentaire. 50 $ en plus, pas la déconne. On peut aller se faire une petite soirée, cinéma, McDo. Voilà. Ça peut être pas mal. 5 années, 7300 $. Make new offer. D'accord, ok. Bon, ça a l'air d'être bon pour lui. Ok. Pour information, acceptation aussi du contrat signé pour Matt Bullbuster. Je l'ai mis en off, mais lui par contre, en même temps, j'ai proposé un contrat à Matt Bullbuster, qui lui a accepté de le signer pour beaucoup moins cher, hein, pour 5500 $. Là, on est déjà à plus de 7000 pour Gary Wolf. Parce que ce sera bien raisonnable d'aller à au-dessus, hein, voilà, d'aller plus haut. XTV qui débute tranquillement avec un segment, pourquoi, entre Paul Heyman et le Techno Kid. Paul Heyman et le Techno Kid, d'accord, ok. C'est Autobooker, hein. Voilà, je le rappelle, hein, Autobooker. Donc un segment entre les deux, vous imaginez ce que vous voulez. Le Techno Kid peut-être interviewé. Alors ça se passe bien, t'es finaliste du tournoi par équipe. C'est bien. Je vais surveiller un petit peu tout ça de près, Paul Heyman. Peut-être pour l'expansion, on sait jamais. Derrière, les Pitbulls contre Moore et Helms. Encore, j'ai l'impression d'avoir vu ce match 50 fois. Les Pitbulls ont gagné. Très bien. Ils ont battu Moore et Helms, tout va bien. 60. J'ai toujours pas trouvé de managers pour Moore et Helms, il faut que je regarde. Ça peut être bien. Chris Justice contre quelqu'un qui fait ses débuts dans la compagnie, c'est Tomoaki Honma. Voilà, Tomoaki Honma qui a accepté, qui a signé, enfin qui fait des matchs comme ça. Bon, très statique, donc la foule pas très impressionnée. Victoire de Chris Justice, qui fait une note de 46. Honma me fait un 26. Bon, un petit peu de momentum pour Chris Justice, ça fera pas de mal. Ensuite, John Zandig, interview, 49, pas terrible, mauvaise interview. Derrière, il affronte Chavo Guerrero Jr., qui fait 50 le match. John Zandig bat Chavo Guerrero Jr. Classique ECW Rules match par soumission. Ok. Chavo Guerrero Jr. fait très bien. Ça clique pas entre Zandig et Chavo Guerrero. Il faut plus que ça se reproduise. Bah écoute, je peux le comprendre. C'est déjà une idée qui me dépasse quand tu connais un petit peu les gatchers. John Zandig, c'est quand même le père fondateur de CZW. Hein, voilà. Dans l'extrême. Et Jesus, tu vois, tout ce qui va bien. Chavo Guerrero qui est là. C'est Chavo. Ça va? Bon. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Ça compte, on s'en fout. Et enfin, dans le main event, excellent main event, superbe wrestling match, 10 réaction, Rob Van Dam qui fait son retour de suspension, voilà, fait un match contre Juventud Guerrera, j'ai mis le match en high spot en plus de ça, Rob Van Dam fait une note de 87, Juventud Guerrera un excellent 77, les deux hommes ont une super chemistry. Ça fait plaisir pour un Juventud Guerrera qu'on a en plus signé dans la compagnie, voilà, qu'on va pouvoir utiliser, je pense, à profit. C'est bien, Juventud Guerrera contre Rob Van Dam, ça me plaît ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Victoire de ce fait de Rob Van Dam. Ça peut être intéressant de développer un truc entre Rob Van Dam et Juventud Guerrera à l'avenir. Peut-être même pour la division principale. On cherche comme ça, là voilà. Tu vois, à quoi ça sert XTV? Ça sert à me déceler, voilà, ce genre de petites pépites qu'on peut proposer à l'avenir. Très bien. On fait un 0.15 qui a un meilleur rating, je pense, que ce qu'on fait habituellement. C'est bien, 0.15. Et puis c'est pas vrai, WCW qui propose encore une alternative au contrat proposé à Gary Wolf. Ils ont monté que de 20 $. Je vais garder mon offre telle quelle, hein. Je vais garder mon offre telle quelle, parce que je vais pas non plus aller... Là, pour l'instant, notre offre, elle est supérieure. On est sur 5 années. Donc... On est sur une offre supérieure, quoi qu'il en soit. Ranking, on est passé 9ème. Super, bonne nouvelle. Ah bah voilà. Voilà des bonnes nouvelles. Company Wars, on a... Ah non, il a marqué 9ème, et là, on est 10ème. Ah oui, peut-être pas en importance, peut-être en influence. Ah non, pas en influence. En influence, on est 6ème, carrément. Pourquoi il me dit 9ème, là? Et que là, je suis 10. Juste le temps que je clique, que ça marche plus. Ça marque 9ème, ranking 9ème. Ok, bon, on est 9ème. Ça dit 9ème. On est 9ème. Contract Negotiation. L'épisode Gary Wolf. Qui se termine bien. Il accepte de rester chez ECW. Ça a pris quand même du temps. Hein. Ce bordel. Bref, et augmentation demandée par Billy Kidman. Qu'est-ce qui lui arrive qui est actuellement payé à 570, c'est moins des 820 qu'il a habituellement, il demande une pay request. Oh,
Je vais lui accepter 75%. Il va pas râler, il va pas râler. Et en parlant de contrat, j'ai mis fin au contrat de Chris Shetty. Bah Taz est parti, donc là il y a, je vais pas s'appelle moral de Taz, j'ai viré Shetty, il était mauvais, voilà, y a rien à en faire, donc au revoir Shetty, c'était sympa, merci beaucoup. Des incidents avant Hardcore TV qui impliquent New Jack et Billy Gunn. Voilà, bah oui, ils sont encore là les Gunn. Qu'est-ce qui s'est passé entre New Jack et Billy Gunn? Je pense que là il y a bagarre. Imagine déjà Billy Gunn, New Jack. Hein, voilà, déjà tu vois juste les photos là de Billy Gunn, la moustache, le sourire bright, etc. Et de New Jack qui, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Oula. Bah oui, forcément. New Jack was being obnoxious and eventually beat up Billy Gunn. After a fight broke between all of them. As his employer, you have to choose how to deal with New Jack. Forcément, il y a une bagarre entre les deux. C'est mal passé. Très bien. Star Warning, dernier avertissement. Avertissement sévère. Kid Cash est content de ma décision. Billy Gunn n'est pas content de ma décision, qui est un peu trop soft. C'est vrai que j'ai encore Kid Cash dans la compagnie. Paul Heyman, il a re-signé. Ça va, c'est pas un contrat signé, c'est open contract. Donc si à tout moment je peux dégager... Après Billy Gunn, il reste là encore 2 apparitions, donc ça va quoi. Terry Funk donne des tuyaux. Pardon, sur le selling à son protégé Devon Dudley, très bien. Rien de plus, 90, donc on a quand même un bon backstage rating globalement. Donc ça va. Ça va. New Jack, hein, comme d'habitude. Allez, par contre, pour ce show, chose importante, de retour dans la Twistate. Voilà, on va les faire show grosse ambiance parce que c'est le dernier show avant notre gros événement, notre gros pay-per-view du mois de septembre, dont j'ai encore une fois oublié totalement le nom. Mais on va s'y apprêter quand même pour y faire quelque chose de particulièrement génial, les copains. Bien entendu. On est parti. Dernier show avant notre gros événement. Le gros événement du mois de septembre, dernier Hardcore TV, pas dernier show, parce qu'il y a encore un XTV à la con qu'on va se booker. Un angle qui va révéler, en effet, que Terry Funk et Paul Heyman accueillent au sein de l'expansion de la ECW le Sandman, pour qui je change désormais la gimmick. Bon. On va voir comment ça passe, ce que ça prend, voilà la gimmick du censeur. Initial of Average, ok. Gimmick du censeur. De toute façon, le Sandman, sa gimmick arrivait vers la fin. Le Sandman qui, de ce fait, arrive en costard, tu vois. Imagine, le Sandman, pas du tout, plus de... voilà, c'est-à-dire, l'idée de l'expansion, c'est donner un produit qui sera plus adepte, tu vois, plus amène à obtenir des sponsors, etc., et qui va vraiment conduire, tu vois, la WCW, la ECW, à ressembler à WWF. Dans l'idée, tu vois, de Paul Heyman, c'est sa stratégie, c'est son truc, c'est pour ça qu'il a amené Bam Bam Bigelow, et c'est pour ça qu'il va aussi récompenser certains des plus loyaux sujets de la ECW qui ont amené, tu vois, la compagnie vers l'avant, mais pas Tommy Dreamer. Pas Tommy Dreamer, non, lui qui a choisi plutôt de s'allier avec Steve Austin, et certainement pas J.A. Jameson, hein, qui amène la compagnie vers sa perte. Voilà, ça lui va pas du tout. Donc la storyline se poursuit et gagne de la hit. Voilà, expansion of ECW. Et ça se poursuivra. 90, gros segment, parce que bien entendu, Paul Heyman, dès lors qu'il est impliqué dans un segment plus de sec Terry Funk, c'est incroyable. Donc l'expansion, nouveau clan qui est en train d'arriver petit à petit. Chris Benoit et Dean Malenko contre Kara Techno me fait pour la finale, pour déterminer les aspirants numéro 1 au championnat par équipe, une excellente note de 81. Il n'y a vraiment pas à chier, là, ça fait du bien en plus de revenir dans la Twisted pour un tel combat. Dans un match de 17 minutes 28, Chris Benoit va battre Doug Gilbert à la fin par soumission et donner la victoire à son équipe. Benoit et Malenko sont désormais les challengers numéro 1 au championnat de Billy et Bart Gunn, qui se décidera probablement prochain pay-per-view, mais qui se décidera d'ailleurs au prochain pay-per-view. Face contre face, c'est vrai que ça va être un petit peu complexe à booker, je vous rappelle, pour Billy Gunn et Bart Gunn, j'ai encore 2 apparitions possibles. Doug Gilbert et Techno Kid ont montré une excellente chemistry encore une fois ensemble. À noter la grosse note de Benoît, 88, 82 pour Malenko, et un bon 65 des familles quand même pour Doug Gilbert. 81, c'est très bien. Derrière, un incroyable match. Alors là les mecs, j'ai mis Show Stealer sur ce match, et ben je vais pas le regretter. Rob Van Dam, qui fait des merveilles, c'est pour ça que Rob Van Dam, le suspendre ou le virer, enfin le suspendre c'était déjà une dure décision, mais le virer ça aurait été vraiment... très très dur comme décision à prendre, à mettre en place. Rob Van Dam qui affronte le Lady Kid et qui fait une note de 86. Le Lady Kid pour autant remporte la victoire sur Rob Van Dam. Le Lady Kid remporte le match.
Grosse note pour Rob Van Dam de 82. 69 pour le Edit Kid, mais quand même ce rating de 86 est hallucinamment bon. Gros match. Gros match les mecs. Très gros match. Exceptionnel. J'ai envie d'aller voir le dirt sheet de ce fait. Pénalisé pourquoi? Parce que le match un peu court, 13 minutes, j'aurais pu faire durer ça un petit peu plus longtemps. Le activité pénalisé pour le stamina, le faible moral également. Mais pour autant, tout le reste est génial. Rob Van Dam peut être vraiment source d'un avenir plutôt intéressant. 86. Derrière, Rob Van Dam va être consolé backstage par Tommy Dreamer. Tommy Dreamer qui va lui donner quelques tips. Il lui a dit: t'as montré des choses incroyables pendant ce match, tu t'es fait un peu avoir. C'est dommage à la fin, mais tu viens de faire une performance qui a fait lever les gens de leur siège de la LCW. Tu fais partie de ce que je considère la génération LCW. Tu vois, t'as été là, etc. T'es parti, t'as gagné en expérience, tu viens de donner, tu vois. Il est un peu Tommy Dreamer en tant que leader, tu vois, d'esprit, d'opinion dans le truc. Et il a Rob Van Dam de son côté et Francine, bien entendu, qui manage aussi Rob Van Dam. Tu vois, il y a Tommy Dreamer, il est un petit peu en train de choisir, tu vois, des mecs sur qui compter. Et ça aura de l'importance pour la suite. Parce que derrière, gros segment qui fait 86. Paul Heyman va proposer à Chad Jabson, aux portes du pay-per-view, un incroyable défi, un gros challenge. Un match 5 contre 5 par élimination pour le contrôle de l'AECW. Chad Jabson compose une équipe, Paul Heyman compose une équipe, et on met ça en place et on valide le truc. Dans les 5 catcheurs à sélectionner, évidemment, Paul Heyman se garde le droit de choisir des catcheurs qui pourraient provenir d'en dehors, tu vois, de la ECW, des catcheurs qui ne sont pas en contrat avec ECW. Chad Jabson a fait: ok, on fait ça, et je ferai pareil. Et Rocky, il fait: j'espère que j'en serai, bien sûr. Et pour valider, pour même officialiser Rocky, qui pourtant, tu vois, il y a un heel un peu nigo, tu vois, qui est pas non plus des plus... Ce soir, Rocky Maivia fera équipe avec Tommy Dreamer. Dans un match qui les opposera à Terry Funk et le Sandman. Voilà, 2 contre 2 pour la chaîne. 5 contre 5, c'est validé. On le fait. Ok. Chad Jabson, Work the Crowd very well, tout va bien, tu vois, beau segment en 86. Donc le main event en plus de ça est annoncé. New Jack contre Raven. Raven qui fait son retour à la ECW. Il en peut plus, le mec, il est déter. Il affronte Raven. Les mecs cliquent pas, pourtant les mecs font 81. Donc ils sont cliqués, il faut quand même des super notes. New Jack fait une note de 63, Raven 80. Raven bat New Jack dans ce match hardcore avec un Even Flow DDT. Mais après le match, Raven va prendre le micro. Et Raven va challenger Brian Pillman pour récupérer Kimona Wanaya à ses côtés. Pillman va faire: attends, j'ai pris ta manageuse, j'ai pris... Mais t'es plus heureuse avec moi, Kimona? Non. Kimona, Raven, elle va voir Raven, etc. Elle le regarde dans les yeux. Tu sais, elle a l'air un petit peu tétanisée, tu vois, de Brian Pillman. Et là, le visage de Kimona Wanaya change. Et en effet, elle tourne heel à ce moment-là. Bon, le turn marche pas bien, mais je sais parce que, bon, elle venait de tourner face, il y a pas longtemps. Donc là, elle retourne heel, et Kimona est désormais manageuse de Brian Pillman. Donc ils s'affronteront bien, mais il n'y a plus Kimona, tu vois, dans le principe. Brian Pillman, il fait: j'accepte de t'affronter, mais on se battra pas pour Kimona. Kimona, elle a choisi son camp. Ça sera toi contre moi, point barre, on règle les comptes une bonne fois pour toutes. Pillman, après, il est sûr de son fait, tu vois. Je t'ai déjà battu 2 fois, Raven. 91, gros segment, les gens sont ravis, ils aiment bien, en plus de ça, il y a un peu de romance, il y a des filles, bref. Enfin, le main event. Tommy Dreamer et Rocky Maivia affrontent Terry Funk et le Sandman. Alors, vous en doutez bien, quand Tommy Dreamer et Rocky Maivia, c'est un petit peu tendu, quoi, ils vont pas non plus s'entendre comme cul et chemise. Et c'est justement ces distractions qui vont permettre au Sandman de battre Tommy Dreamer à la fin par Pitfun après un White Russian leg sweep. Qu'est-ce qui m'est expliqué? Bah, au niveau des notes, c'est Terry Funk qui est au-dessus de tout le monde avec un gros 86. Tommy Dreamer fait un bon 81. Rocky fait 71, le Sandman un peu en dessous avec un 68. Rocky Maivia, bah, forcément managé par J.A. Jameson, ça fait toujours le taf. Et la storyline se poursuit, tu vois, expansion en FCW, qui est assez intéressante jusqu'à présent. Voilà. Très bonne information, voilà, pénalisé bien entendu parce qu'il y a ce truc d'un babyface, d'un heel ensemble, tu sais, la foule elle est pas suffisamment prête pour ce truc là, tu vois, dans les paramètres c'est pas forcément considéré que faire des matchs face et heel dans la même équipe ça puisse bien marcher, pourtant, bon, comme je vous l'explique, ça a l'air plutôt cool et ça me fait quand même une super note de 82. Fin du show, qui me fait un 85, je sais pas si c'est un des meilleurs ratings, peut-être pour
l'histoire d'un Hardcore TV. Je vous avais dit qu'il allait y avoir un gros Hardcore TV, et attention, on n'est pas au bout de nos surprises, hein, parce que le pay-per-view arrive. 2.10 de rating. Opinion Driven, le Technokid ne collecte pas avec les fans. Bon, ça va, le Technokid, on va lui laisser sa chance, quoi. C'est un de vos personnages préférés, désormais. Et big moral issues pour Billy Gunn, hein, par rapport à l'incident New Jack. Ah, Billy Gunn, angry, pas content. Hein, furious, manière dont j'ai géré l'incident avec New Jack. Bon, et puis, et les guns, là, hein, on va se calmer, on va se détendre. Bon, s'il vous plaît, soyons sérieux. On a XTV, nouvel incident entre Billy Gunn et New Jack. Hein, la tension va bien. Billy Gunn a causé de la hit backstage en balançant une méchante blague à New Jack, voilà, et il y a encore ils ont voulu régler leur compte, donc c'est encore parti en gros, grosse bagarre. Maintenant je dois dealer avec Billy Gunn. Bon, Billy Gunn, qui s'est vengé, je vais faire un gros techno-action, hein, voilà, parce que, bon, et petite tape sur... C'est normal qu'il se venge, c'est normal. Bon, il y a de la hit backstage, slap on the wrist. Aucune incidence sur l'événement. Incident entre Terry Taylor et Ron Killings. Ron Killings, amené devant la cour, voilà, il a oublié de serrer la main à quelqu'un. Bon, ok, Terry Taylor lui a dit tu payeras à boire pour tout le monde, le trousse, hein, voilà, la trousse. Donc Ron Killings payera à boire pour tout le monde. Très bien, on apprend un petit peu la vie backstage. Les backstage ratings sont tombés à 60%, hein, tout va bien, hein, dans... tout va bien à XTV. Billy Gunn, ribbing New Jack, Billy Gunn fight. C'est la merde hein, avec New Jack. Hein. New Jack est de retour, les mecs, voilà. Mais c'est pas grave, on arrête bientôt la connerie avec Billy Gunn et Bart Gunn. C'est bientôt la fin. Book Show. Allez, Joto Booker est lancé. On débrief XTV dans un instant. XTV qui débute avec un incroyable match, vous vous en doutez bien, entre le Technokid et Ron Killings, hein, qui fait 35 de rating. Super. Drôle de manière de démarrer le show, hein, parce qu'il y avait très peu d'enthousiasme pour le public. Ron Killings fait une note de 20, le Technokid fait 42. Le Technokid prend un peu de momentum aussi au passage. Tout ce qu'il y aura à retenir, je pense. Hayabusa et Chavo Guerrero ont un angle l'un face à l'autre. Pourtant, ils s'affronteront pas maintenant. Bon. Ok. Francine aide Hayabusa, parce que Francine manage aussi Hayabusa. Francine, elle manage tout le monde, de toute façon. Plein de babyface. Billy Kidman contre Danny Doring fait une incroyable note de 20. 20. Alors 57 pour Billy Kidman, 33 pour Danny Doring, 20. Danny Doring, c'est une catastrophe. On va pas le garder, Danny Doring, je pense pas. Angle avec Rob Van Dam, Bullpen et Al Snow. Forment des petites alliances, etc. Et Francine manage tout le monde, encore une fois, elle manage Bullpen et Al Snow. Elle manage tout le monde. Francine, tu vas voir. Je suis en train de faire une espèce de clan. Francine manage plein de gens, c'est super cool. Comme ça, on voit Francine. On voit beaucoup Francine, d'ailleurs. Derrière, 3 contre 3. ECW Génération. Donc j'ai parlé de CW Génération avec Tommy Dreamer. Rob Van Dam, Bullpen, Al Snow battent, je pense qu'ils battent, oui, battent Dave Finlay, Steve Corino et Juventus Guerrera en 12 minutes, dans un match qui fait un 61, si tu pas déconnant. À noter les très bonnes notes encore une fois pour Rob Van Dam et Juventus Guerrera. Un bon 68 des familles pour Al Snow, ça fait plaisir. Un 58 pour Dave Finlay. Ok, bon. Finlay off his game, Bullpen aussi. Bullpen s'améliore sur sa gimmick. Enfin, le main event, Hayabusa va perdre contre New Jack dans un match décent. Le match est pauvrement placé sur la carte. Ok, d'accord. Wildblood really needs the crowd who are buzzing and ready for action. Donc la foule n'était pas suffisamment chaude pour voir une bagarre impressionnante et violente. C'est tout, victoire de New Jack. Et on n'en parle plus. 63 pour un show qui fait 59, pas d'informations complémentaires. XTV, voilà, random. L'avenir de la ECW va se jouer, c'est Anarchy Rules. Et on a les locker room incidents, on en a plein. Incident avec Al Snow. Al Snow s'est pointé tard à un meeting. En tant qu'employeur, je dois gérer la situation. Fine, amende pour Al Snow. Aucune incidence. Incident avec Rob Van Dam. J'aime pas les incidents avec Rob Van Dam, c'est chaud. Hein. Rob Van Dam. Oh là 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 là, beaucoup de hits de la part du reste du locker room. Après avoir lâché un gros P qui pue. Voilà. Gros P qui pue. Personne pouvait se balader dans l'arène dans le backstage pendant 30 minutes. Gros P qui pue. Amende. Rob Van Dam, ennuyé par ma décision. Ah, Rob Van Dam a une petite tension envers moi. Ah bon, on pète pas dans le vestiaire, enfin. Qui te cache pas content. Mais oh. Et Terry Funk, lui qui va donner des tips. Voilà, des tips à John Zanding sur le selling. Et forcément à Devon Dudley sur la psychologie. Bon, par contre, c'est la catastrophe. Il y a plein de mecs qui bossent ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai fait des prêts à WWF. Je leur ai prêté plein de catcheurs.
Et il y a un show WWF ce soir. Voilà, donc par exemple, j'ai pas Bam Bam Bigelow, j'ai pas Bart Gunn, j'ai pas Billy Gunn, c'est la merde, c'est la S. J'ai pas Christian Cage, que j'ai prêté aussi, par exemple, à WWF. Ouais, parce que pendant que Matt Hardy est blessé, je l'ai prêté aussi en échange de Billy Gunn, de Bam Bam Bigelow. Donc c'est un peu con, ce show, mais ne vous inquiétez pas, on trouvera une solution pour faire le 5 contre 5. Les championnats par équipe seront pas encore défendus. Ils seront pas défendus là, je les ferai en weekly. On se démerdera, on essaiera de faire quelque chose de cool. Bon, les backstage ratings sont quand même tombés à 87. Hein. New Jack, il aide pas trop. On va peut-être reprendre des décisions par rapport à New Jack. Hein. Illico, Presto, le booking, ça va être quelque chose, hein, le booking. Twistate, obligatoire. Twistate obligatoire. Booking, les amis. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, c'était la catastrophe, hein, en fait, en réalité, pour booker Anarchy Rules, parce que, putain, mais... ce fail, incroyable. Alors que dans ma tête, j'avais réfléchi quand même à un plan parfait pour le booking d'Anarchy Rules. Qui devait impliquer notamment Bam Bam Bigelow, il y avait les championnats par équipe. Mais c'est vrai qu'on est face, et j'ai pas été vérifié, on est face à WWF, et étant donné que dans la hiérarchie de WWF est au-dessus, tu vois du lot, qu'on a prêté des catcheurs, qu'on n'a pas prêté des catcheurs qui sont sous contrat avec nous, à part même Christian Cage, mais même Christian Cage, je peux pas l'avoir. Ils sont en priorité, ils bossent pour WWF en priorité. Voilà. Sur nous. Je savais pas, je m'y attendais pas, et de ce fait, ça me chamboule énormément de mes plans. Donc j'ai quand même réussi à, je pense, à trouver un compromis de booking assez intéressant, vous allez voir, mais qui, voilà, me gêne sur un petit point, notamment sur la toute fin du show, et attention, je fais des grands suspens, mais... Bon, un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Bon, c'est quand même con parce que j'ai utilisé Bam Bam Bigelow. J'ai encore le droit de l'utiliser 4 fois. Mais voilà, là, il avait de l'intérêt tout particulier pour être présent sur ce show. Le show, normalement, est censé durer 150 minutes. Là, je l'ai fait durer que 130. Je voulais pas rajouter des matchs trop nazes. Il y a un seul match pour un petit peu calmer les gens. Parce que, à côté de ça, il y a quand même des matchs qui sont très très lourds hein, sur le papier. Ouais, il y a des grosses affiches. Il y a des très grosses affiches. Bon, le gros fail, c'est qu'on n'a pas les championnats par équipe défendus. Mais... Austin. J.A. Jameson, Paul Heyman ouvre le show, avec un gros segment qui fait déjà 88, puisque J.A. Jameson annonce que le capitaine de son équipe, l'équipe qui la représentera, sera Steve Austin. Voilà. Austin vient, dit que ça lui fait pas particulièrement plaisir d'être le leader pour l'équipe de J.A. Jameson, parce que bon... Ok, il a cette opportunité de revenir à la ECW, mais c'est pas pour autant qu'il a beaucoup de sympathie pour la demoiselle. Et Paul Heyman se pointe, et Paul Heyman dit c'est quand même dommage. On est à Anarchy Rules, pay-per-view, les gens se sont déplacés en masse, il y a 20 000 personnes au NG Izod Center, et les gens ne verront pas un match de championnat pour le titre World de CW. Là encore, mademoiselle Jameson, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça va savoir aucun, vous menez cette compagnie à sa perte. Le prestige de championnat ECW est totalement de dépérir, comme il avait dépéri tout au long de la durée du règne de Kurt Hennig. Non, reconsidérez votre action, ne mettez pas Steve Austin dans votre équipe, ce serait une erreur incroyable. Donnez une opportunité de championnat à Steve Austin ce soir pour donner de la valeur, le prestige à ce show, et faites-en d'ailleurs le main event. Le main event. Paul Heyman, il a une idée derrière la tête, mais J.A. Jameson... Elle se laisse coincer par le discours de Bob Parler de Paul Heyman. Elle dit ok, je prendrai pas Austin. Ça sera pas non plus du luxe pour trouver une solution pour faire le bordel. Enfin pour conserver, tu vois, les droits sur ECW. Elle est quand même confiante, même sans Austin. Elle se laisse convaincre. Austin aura un match de championnat ce soir, ce sera le main event. Et J.A. Jameson devra composer une équipe sans Stone Cold Steve Austin. Va être bien simple, alors que Heyman commençait à trouver des intérêts un petit peu partout. La storyline, avant, c'est Gain de l'Elite. Tout va bien. Cette storyline de l'expansion ECW est particulièrement prenante. Match au tag, pour la déconne de ce fait, avec les challengers numéro 1 au championnat par équipe qui peuvent pas avoir leur shot, puisque Billy Bart Gunn sont occupés. Ils vont affronter Chavo Guerrero et Juventud Guerrera, que j'ai associé. Voilà, dans un match qui peut rappeler voilà, des belles heures de la ECW, de la WCW, évidemment. 81, je fais toujours des très bons matchs au tag avec Benoît et Malenko, avec souvent ces belles notes de 81, où tout le monde brille bien sur le papier, voilà.
Lady Alexandra en plus qui manage Chavo Guerrero. Je vais peut-être la faire manager Juventud Guerrera. Il y a peut-être moyen de mettre une équipe là en place entre Chavo et Juventud qui peut être intéressant. Guerrero et Guerrera. Chavo Guerrero Jr. était d'ailleurs le weak link. Alors un weak link avec une note de 59. Par contre, Juventud Guerrera me fait des notes vraiment très très inspirantes pour la suite. Chouette match, 81. Très bien, impeccable. Derrière, un angle. Très intéressant. Sexton Castle, je le rappelle, est blessé. Donc je peux pas l'utiliser, j'ai pas Christian Cage, donc autant l'utiliser dans un angle. Où il va aller voir son ancien mentor, Raven, qui affronte Brian Pillman. Raven qui est un homme déchiré, etc., qui est abattu. Et Sexton Castle s'inquiète pour son ancien mentor avec qui il a livré des batailles totalement incroyables. Il va le voir backstage, je lui dit, putain, mais Raven, je te reconnais pas. En effet, être trahi, ça fait mal, mais t'es Raven, bordel, voilà, si j'ai décidé de devenir catcheur un jour, c'est peut-être grâce à toi. Oh, je sais pas, j'extrapole, parce que je pense pas vraiment qu'Edge ait décidé de devenir catcheur grâce à Raven, mais j'essaye de romancer, tu vois, on réécrit l'histoire. Raven avoue à Sexton Castle qu'il a peur. Pour la première fois de sa vie, il a peur. Brian Pillman a un ascendant psychologique tellement fort sur lui que là, aller au ring pour aller l'affronter, ça l'effraie énormément. Le segment est très bien. Le segment est très bien, tout le monde fait bien le taf, 88, t'imagines. Le match. Brian Pillman contre Raven dans un Colt Minor Glove match. Match à tendance un petit peu brawl, avec un peu de risque. Me fait une excellente note de 81, moi je trouve que c'est correct, ce 81. Match un peu trop long. Match is a little too long. Given it same, ok. Donc faire un match de plus de 15 minutes en Colt Minor Glove match, c'était peut-être pas la bonne solution. Brian Pillman bat Raven. Encore. C'est Raven. Raven, par exemple, Tommy Dreamer a jamais battu Raven. Raven, la bête noire, Brian Pillman le bat à nouveau. Et Kimona Walaya s'en est mêlé, évidemment, pour prêter main forte à Brian Pillman. La storyline se termine ici. Je la termine ici. Raven part. Il est défait. Il va être dépressif, Raven, évidemment. Et Brian Pillman va continuer son incroyable momentum. En même temps, Pillman veut pas perdre. Hein. À chaque fois que je dis Brian Pillman, j'ai essayé de donner victoire à Raven, mais Pillman me dit non. Non. Je vais gagner. Je dois gagner. Ça me dérange. Bon, Raven, c'est pas grave. On saura le faire rebondir autrement. Et on va avancer, bien entendu, vers autre chose. 81, c'est très bien. C'est très honnête. Pour calmer un petit peu, tu vois, parce qu'on a fait un gros match à 80, on va calmer un petit peu le tir. Hayabusa, Shannon Moore et Shane Helms contre Juventud Guerrera et Chavo Guerrero, je les ai utilisés 2 fois. Ok, et Kid Cash. Bon. Les Heels ont gagné, en plus de ça. Merde, j'ai fait le con, je voulais pas les utiliser 2 fois. Je les ai mis 2 fois. J'aurais dû mettre d'autres mecs. Il n'y en avait plus beaucoup des très bons. J'aurais dû mettre New Jack. Bon, j'ai pas mis New Jack. New Jack et Doug Gilbert. Et Kid Cash, belle association. Enfin bref. Don Murray, Old School Valley Gimmick, qui est désormais la manager de Moore et Helms. J'ai recruté une fille pour mettre avec eux. Rating initial of Awful. Super mauvaise gimmick. Pour Don Murray. Va faire la gueule. Déjà, pour démarrer. Bon, elle fait du bon travail ringside. Ça va. Les notes. Shannon Moore, Shane Helms, 51-54. Pas terrible. 59 pour Chavo Guerrero. Juventud Guerrera fait que 60. Hayabusa fait un bon 69. Qui te cache un bon 67. Ok. 61. C'est un match pour calmer un petit peu le public. Derrière. Gros segment. Énorme segment. Paul Heyman doit recruter des membres, bien entendu. Il a le Sandman, il a Terry Funk, ok. Il y a X-Pac, j'ai renommé le Lighted Kid en X-Pac. Voilà, c'est X-Pac chez ECW. X-Pac, parce que expansion X-Pac, bon, ok. Et il va recruter les Dudley Boys. Tu sais qui était sorti frustré du bureau de Jenna Jameson. On les recrute. Et Paul Heyman, devant Chris Benoit et Dean Malenko, leur dit, parce que Malenko et Benoit passent à ce moment-là, il leur dit: si mon équipe gagne ce soir, que vous nous rejoignez, je vous nomme, étant donné que je suis décisionnaire à nouveau, plein pouvoir, je vous nomme Challenger numéro 1, au titre de Bart Gunn et Billy Gunn. Alors que les autres, ils se sont farcis un tournoi, ils attendaient leurs adversaires ce soir, et ils sont pas là. Ils sont pas là, les mecs. Voilà. Chris Benoit et Menko, ils sont pistes, ils sont dégoûtés. Et ça fait un gros segment, 85. Donc voilà, les équipes se composent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure du match. 5 contre 5. Tommy Dreamer, Rocky Maivia, Rob Van Dam, Al Snow et Bull Payne contre l'expansion composée du Sandman, Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, X-Pac et Terry Funk. Match qui me fait une note de 71. Je suis pas non plus exceptionnel, mais bon, ça va. Dans un match qui a eu du grand catch, du très bon catch et une très bonne 8,
L'expansion! Bah, Tommy Dreamer, Rocky, Rob Van Dam, Al Snow et Bullpain. Paul Heyman est de retour aux commandes. Les amis. Bullpain a été le premier éliminé. Ensuite Rob Van Dam. Ensuite X-Pac. Ensuite Rocky Maivia, tu m'étonnes. Ensuite Al Snow. Ensuite Bubba Ray Dudley. Ensuite Devon. Et le Sandman. Ils étaient à 2 contrats sur le Sandman. Et Tommy Dreamer a perdu le duel final contre Terry Funk. Bullpain était le weak link pour tout le monde. Il a fait une note de 49. Il était bien moins bon que tous les autres. J'ai hésité d'ailleurs à mettre Hayabusa dans ce match. J'aurais peut-être dû. Mettre Hayabusa avec Al Snow. Et mettre Bullpain de côté. Bon, Bullpain, c'est pas grave. Al Snow fait 65. Rob Van Dam fait 79, très bonne note. Rocky Maivia fait un bon 72, solide. Tommy Dreamer, un bon 78. Un très gros 86 pour Terry Funk, c'est à n'en point douter. X-Pac fait 72. Devon 76, Bubba Ray Dudley 72. Et enfin, le Sandman fait un très bon 75. La storyline continue, perd un peu de 8. Parce qu'on fait quand même un segment qui est un petit peu en dessous du reste. 71. Heyman reprend le contrôle. Gia Jabson, imagine, elle est dégoûtée, elle est dépitée, tu vois. En plus, elle était là, elle manageait côté de Francine, t'imagines, Francine et Gia Jabson qui se retrouvent obligés, tu vois, de manager la même équipe. Ça, se regarder, bordel, vous plaît pas trop, quoi. Donc ça a été le bordel, forcément, avec la présence de The Rock qui avait été imposée par Jella. Ça s'est pas bien passé. De ce fait. Austin doit défendre son titre. Et Paul Heyman introduit le nouveau membre de l'expansion. Vader, qui est de retour. Ah, mais selon Heyman, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début, voyons. Intégrer Vader et le propulser en tant que champion du monde. Immédiatement. On a Vader. Oh. Steve Austin contre Vader sera un dog collar match. Match du collier de chien. Alors, ce qui se passe, ce qui est très étonnant, la manière dont il faut imaginer le segment, parce que j'ai rajouté des petites notes, notamment sur le fait que Vader et Heyman aient un avantage psychologique sur Austin. Austin ne connaît pas son adversaire, Heyman lui donne le collier de chien, il le met autour du cou parce qu'Austin recule devant rien, Vader à l'attaque par derrière. Vader le but, il y a la musique de Vader, et Vader arrive par derrière, et le but, il met le collier de chien, début de la cloche, c'est parti, début du match. 85, gros segment. Le match, derrière, me fait... Ah, c'est décevant. Une note de 77. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à bien mieux. Surtout que tu vois les performances, c'est 88 et 91. Hein. 77, je suis un peu long pour ce qui... Voilà, 18 minutes. Faire des brawls à plus de 18 minutes, à plus de 15 minutes, c'est un peu complexe. Mais bref. Dans un match exceptionnel, Vader va battre Steve Austin dans ce dog collar match. Et devenir le nouveau champion de la ECW. Eh ben oui. Marque le coup, Austin est un champion de transition. Je sais, je suis plus à l'aise à booker des champions heal. Et Vader, c'était un petit peu le pinacle du truc. Alors, normalement, Vader, je devais l'utiliser pour les tags. Mon idée, mon ambition première, c'était de l'utiliser pour les tags. Pour qu'il soit, tu vois, la balance, tu vois, pour aider les tags. Et finalement, putain, il est avec Terry Funk, alors que... Oh. Et non, il était là. Et je voulais faire Baba Bigelow contre Steve Austin. Mais finalement... On utilisera Bigelow peut-être un peu plus tard. Je mets le titre sur Vader. Ça va donner, tu vois, beaucoup de cran, tu vois, pour tous nos babyface qui vont aller essayer d'affronter, qui vont aller affronter Vader. Dans les matchs où Vader fait des grosses notes, des grosses perfs. Je suis vraiment déçu de 77, mais c'est peut-être ma faute d'avoir booké un match trop lourd. En même temps, comme je vous ai dit, hein, j'arrive même pas à mes 150 minutes prévues, je fais 130. Bon, on va pas trop m'en tenir rigueur, je pense. Mais quand même, je m'attendais à un truc qui aurait pu faire 90 et j'ai peut-être fait une erreur de booking sur la durée. Les notes négatives. Austin pénalisé pour chemistry, c'est quand même un peu dommage. Stamina également, donc ouais, faire des matchs beaucoup trop lourds avec Austin, c'est peut-être pas le bon plan. Vader stamina aussi. Pénalisé pour chemistry, overwhelmed by manager. Alors c'est vrai que j'ai mis Heyman en tant que manager, pourtant ça me dit dans le Raw Legend Report que Paul Heyman et Vader ont une super chemistry. Ils ont une très bonne chemistry. Ok, bon. Segment pénalisé parce que le match est trop long. Trop long. Et... Segment rating was penalized to a lack of an associated op storyline. C'est vrai que Vader est pas intégré dans la storyline de l'expansion, j'aurais dû le rajouter. On tirera bonne expérience, je pense, de ce match pour amener au moins Vader déjà dans la storyline. Erreur de ma part, petite erreur, pas grave. Encho 79, popularité qui s'augmente dans 10 régions.
Alors, je sais pas ce qui s'est passé du côté de WWF, mais ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Kip James a sustained a knee ligament damage. C'est Billy Gunn, qui est censé me défendre des championnats par équipe prochainement. Bah voilà. Le mec, il détient les championnats de WWF. Il s'est blessé sur le show de la... Mais c'est incroyable, ça. Ça te guigne. Sexton Castle donne son opinion. Chavo Guerrero devient un bon worker. Il faut le supporter. Très bien. Le buy rate fait de 0.07. Ce qui est honnête. On a fait des trucs similaires. Juventud Guerrera a besoin de souffler. Normalement, il a catché 2 fois, le pauvre. Aldo Montoya. Oh, on peut contacter Aldo Montoya, savoir Justin Credible. Intéressant. Justin Credible. Il n'y a pas une superbe note en hardcore, je m'attendais à quand même bien mieux. Seulement 55. 23 ans. Visage, bien entendu, il fut un temps de la ECW. Et qui catch bien sûr sous la gimmick de Aldo Montoya chez WWF. Je sais pas s'il est bien intéressant, ça se négocie pour combien? C'est pas cher du tout. Combien il le propose? À 3600 $? Moi, si je peux, même si c'est pas pour l'utiliser en tant que... Parce que ça était quand même un catcheur important de la ECW. À un moment, ancien champion du monde de ECW. Bon, écoute, je vais peut-être lui faire une petite proposition. Voilà, 10%. Moi, je vais lui mettre 3 années. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que j'ai envie de te dire? Expect bonus 10% par show. Bon. Voilà, il aime bien notre offre. Il aime bien notre offre. Bon, ok. Juste incredible, juste incroyable, comme dirait Raymond Rougeau. Bien. Alors, j'ai parlé, hein, j'ai fait des speeches après show, j'ai essayé de bien parler à Paul Heyman, mais... Bon, Paul Heyman... Bon, et c'est toujours Big Moral Disuse. Bon, WWE vient faire une autre offre pour Justin Credible, je veux pas les manier. 5550 $, très bien. Bah, dépensez de votre argent, hein, voilà. C'est de l'argent que je ne perdrai pas. Ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai un beau roster, et un beau petit roster quand même à faire valoir, et on est parti pour booker notre dernière semaine de show. La size, ça monte un petit peu, Grand Lac, Mid-South, t'as vu, ça a monté d'un point. Bon, pas pire, pas mieux, mais intéressant quand même pour la suite, je pense. Storyline, en revanche, on n'a plus que l'extension de la ECW qui est en cours, où je vais ajouter Vader du côté, hop, aligné à Terry Funk. Voilà. Et on a un nouveau champion du monde, Titles, voilà. Et là, le prestige est remonté à 85 d'un coup. Championnat par équipe, ça baisse, Bart Gunn et Billy Gunn. Ah oui, il est blessé combien de temps, ce con? Cette horreur, cette erreur d'avoir booké Billy Gunn 26 jours et je peux pas l'utiliser. 26 jours et je peux pas l'utiliser. Bon, pour information, WWF qui avait tous mes mecs là sur le show, c'était In Your House qui a fait un rating de 78, qui est pas déconnant. 19 000 personnes sold out, on a fait plus de monde, nous 20 000 personnes. Bon, après, eux, c'est sold out. Hein, voilà, ça, voilà, ok. Hein, et le pay-per-view fait quand même du 0.83, quand je fais du 0.07. Mais bon, qui ils ont utilisé de chez nous, alors? Matt Hardy et Jeff Hardy ont perdu contre le PG-13, ok. Kama a battu Marty Jannetty, bon, ça c'est dans le pré-show. Legend of Doom bat les Blue Brothers. Ouais, super. Sami The Silk bat Christian Cage était sur le show. Ah bon. Il a affronté Samu. Très bien. Il a fait une note de 63. Christian, à la WWF. Ok. Un angle avec Bret Hart et Shawn Michaels. Ils catchent aussi ou ils font que des angles, ces mecs-là? Comment ça marche? Candy Devine, Bison Kimura, ok, je regarde un petit peu. Si je vois des noms qui nous parlent un peu. Vidéo, alors vidéo promotionnelle pour pusher un match entre Hardcore Holly et Savio Vega, ça devait être bien. Et Bob Holly a battu Savio Vega pour le championnat intercontinental. C'est vraiment de la merde, hein, le championnat intercontinental, incroyable. Un angle qui confronte l'Undertaker, Jeff Jarrett et Owen Hart, 77. Pré-match interview avec Bart Gunn et Billy Gunn, qui ont battu les Dark Knights pour conserver leur championnat par équipe, note de 66, catastrophique. Alors les Dark Knights, c'est, donc là il y a Billy Gunn et Bart Gunn, c'est chiant parce qu'ils les mettent jamais dans l'ordre. Donc c'est l'équipe de Shane Douglas, et ils faisaient équipe avec qui? Mark Canterbury, c'est Henry Godwin. Oh, super, 497, il est quand même dans le top 500 des catcheurs de la compagnie. Ok. Il est même pas dans le Power 500, Shane Douglas. Honteux. Bart Gunn, il est 403ème, et... Bah lui, il est même pas dedans, voilà. Il s'est blessé au genou, ce con. Mais franchement, Billy Gunn et Bart Gunn, cette mauvaise idée.
Terrible mauvaise idée, hein. Horrible même. La pire idée que j'ai eue. Les mettre champions par équipe. Ça m'a fait de la merde. Il y a eu WCW Fall Brawl et Jake Roberts a battu Ric Flair pour rester champion World Heavyweight. D'accord, ok. Bah, du coup, le titre des États-Unis que possède Ric Flair était pas en jeu. Qui est plus prestigieux d'ailleurs que le championnat de Jake Roberts. Les Blue Bloods ont battu Miller et Horner pour retenir les championnats par équipe. Alors Ernest Miller à la WCW qui faisait équipe avec Bill Goldberg ces derniers temps. Bon. Bah là, non. 24 000 personnes. Par contre, là, ils ont fait plus de monde en pay-per-view. Par contre, tu vois, c'est du 0.39. C'est faible, hein. C'est faible par rapport à WWF. WWF sont loin devant. Hein. Très très loin devant. Est-ce que Taz catché? Est-ce que Taz a catché? Taz, j'ai pas l'impression que Taz ait catché. Hein. Taz, Kurt Hennig. Kurt Hennig, si, il a battu le Zodiac. Kurt Hennig, il a fait un bon match. Kurt Hennig, voilà. Ok, il a battu Brutus Beefcake. Super. Kurt Hennig. Note 2, enfin, je sais pas. Il y a des matchs historiques. WCW, il a fait quoi pour le moment? Chez WCW. C'était son premier match à l'ECW. À la WCW, pardon. Premier match. Il bat le Zodiac pour s'introduire correctement à la population. Et pas de Taz. Taz, il catche pas. Il n'y avait pas de Taz. Je regarde, hein, je vérifie. Non, il n'y a pas de Taz. Pas de Taz. Peut-être qu'il est dans une équipe Man at Work. Non, c'est pas. Non, non, non. Pas de Taz. Alors si Taz, il a catché à WCW Saturday Night, donc qui n'est pas le programme important de WCW, il a quand même fait un match où il a perdu contre le Renegade et Coco Beware, contre Taz et Stevie Ray. Note de 78 quand même, pas décollant. Il a battu Humorous pour une belle note de 81. Très bon rating. Et il a perdu contre Goldberg par disqualification. 66. Ok. Bah dis donc, Taz, il doit être content d'avoir... Hein, t'es content d'avoir signé là-bas, hein. Eh ben, prêt pour le booking de Hardcore TV. Quand je vois ça, c'est déprimant, hein. Les trucs... voilà, alors, New Jack et Billy Gunn, la haine entre deux hommes. Je peux même plus utiliser Billy Gunn. Je peux l'utiliser pour des angles. J'ai 2 apparitions, je vais bien lui faire son match quand même, donc ça sera pour le mois prochain, hein, les championnats par équipe, hein, j'ai pas trop d'autres choix. Rob Van Dam et Kid Cash qui se battent avec Paul Heyman. The Rob Van Dam Fart Incident. L'incident du pet de Rob Van Dam. Super, voilà. Et Bam Bam Bigelow qui a fait des dessins pour tout le monde, sympa. Steve Austin qui avait aussi inventé un jeu. Bon, quand même 2-3 trucs positifs, mais c'est chaud quoi. Bam Bam Bigelow est une influence positive, hein. Pas rien, hein. Bah je vais booker ce show. Le dernier Hardcore TV de cet épisode un peu en dents de scie, voilà. Et on a un nouveau champion, hein, Vader. Pas rien non plus. Bref, c'est parti, Admatch, on est parti, allez. Dernier Hardcore TV de cet épisode qui va démarrer de la plus belle, je trouve, des manières, avec, évidemment, Paul Heyman qui va aller vanter les mérites de son nouveau client, à savoir Vader, et aussi de sa reprise de contrôle, de sa reprise de pouvoir de la ECW. Il y a un homme, pas content par rapport à ça, c'est Austin, même si bon, l'anime s'est fait botter le cul, Vader est un incroyable compétiteur, mais quand même, est-ce que c'était bien nécessaire que Heyman tende une embuscade à Austin avec Vader qui l'attaque en traître, hein, il réclame un rematch bien entendu, où les deux hommes pourront commencer le combat en se regardant droit dans les yeux. C'est refusé bien entendu par Paul Heyman, hein, qui va pas donner un rematch tout de suite à Austin, ça se passera pas comme ça, désormais c'est le Heyman Regime, on va faire ce qu'il y a de mieux pour WWF, donc pour ECW, oh lapsus. Donc si le match doit avoir lieu, il aura pas lieu comme ça sur un show, mais t'inquiète Austin, ce soir t'affronteras un homme avec qui t'avais des comptes à régler, qui vient de WWF, puisqu'on va faire un petit peu les choses comme eux, hein. Bam Bam Bigelow sera là ce soir pour affronter Austin, un contre 1. Gros segment, 91, ça gagne de la hit, tout va bien. Super, de toute façon, là, tu vois, tous les trucs là, tout va bien. Look good pour Vader, ça va. Derrière, il va y avoir plein de chouettes matchs ce soir. Ça, bon. Même si là, on n'a pas la traditionnelle note de 81 avec Benoît et Malenko, ils affrontent Terry Funk et X-Pac, hein, d'autres membres de l'expansion, tout part de Terry Funk qui a désormais X-Pac à ses côtés, dans un match qui a du bon catch et tout ce qui va bien. X-Pac et Terry Funk vont battre Benoît et Malenko dans ce classique ECW Rules match. Ce qui est très intéressant, c'est que Benoît et Malenko étaient les challengers numéro 1 au championnat par équipe pendant l'ère Jenna Jameson, mais que Paul Heyman a renommé les Dudley Boys en tant qu'aspirant numéro 1. Et pour punir encore un peu plus Benoît et Malenko, ils vont perdre le match, et en plus de ça, ils vont perdre après une tricherie, tu vois, voilà, il y a une tricherie, il y a
prise de soumission, mais il set des cordes, Terry Funk, enfin bref, une connerie du genre. Tout le monde fait des belles notes, le match aurait pu faire une meilleure note, là aussi, bref. Le dirt sheet me dit quoi à propos de ça? Ça m'intéresse toujours de regarder ça. Ouais, pas assez associé à une storyline forte. Faudrait que je crée. Là, faut que je crée de plus grandes storylines un petit peu entre tout le monde. Surtout que là, on va en avoir besoin. Al Snow, qui avait réclamé son shot au Sandman, bah il va l'avoir, son match, et il va le perdre. Dans un match qui a du superbe catch, une descente réaction de la part du public. Le Sandman bat Al Snow dans ce match hardcore en 8 minutes 41. Pendant le match, X-Pac est venu attaquer Al Snow. Voilà, parce que désormais c'est un gros clan, t'imagines, c'est l'expansion, c'est un peu la NWO de la ECW. Hein, c'est un gros clan. Donc forcément on va protéger les arrières, on va faire des trucs pas bien légaux. Le Sandman, une note de 79, Al Snow 75, ce qui est encourageant pour la suite si on décide d'établir un programme entre les deux hommes. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Handle change. Ah oui, oula oui. Francine. Je change la gimmick de Francine, oui, qui était en sex slave et qui était en pour. Je change désormais, elle est ravashing. Ravashing Francine, above average, c'est correct, c'est bien. C'est mieux, c'est déjà mieux. Francine qui ménage plein de gens, désormais. Brian Pillman et Kimona Walaya. Promo dans le ring, ça y est, ils se sont débarrassés de Raven. C'est une belle victoire pour eux, et pour autant, ils vont continuer à distance, même si la story n'existe plus, ils vont continuer d'enfoncer le clou, hein, Raven qui doit être en dépression, voilà, le malheureux. Raven, je sais pas comment tu réagiras quand je battrai également, à l'avenir, l'un de tes rivales de longue date. Il sort une photo, et sur la photo, il y a Tommy Dreamer, et il arrache la photo. Toujours pour continuer le travail d'intimidation. Brian Pillman qui est pas, lui, dans les trucs d'expansion, etc. Il fait cavalier à part. 86, gros segment. Kimona Walaya autour de lui, tout va bien. Brian Pillman lance un défi et c'est Rey Mysterio qui vient répondre au défi. Bah oui, il est là pour catcher aussi, j'ai oublié d'en parler. Open Challenge. Et c'est Mysterio qui... Pourquoi Rey Mysterio fait son tour? Comment ça marche? Les gens sont fous. Brian Pillman bat Mysterio malgré tout 11 minutes 40. Match assez court. Rey Mysterio a changé de gimmick. Hein. Désormais, il est underdog. Initial rating of above average. Des notes de 85 et 84 pour un 79, c'est un peu dommage. Alors, il fallu peut-être le faire un petit peu plus long. Il est off his game, hein, Rey Mysterio, par contre. Alors, pourquoi il y a mis Rey Mysterio? Pourquoi il est de retour? Pourquoi ça va vous faire rire, hein, moi qui ai viré Rey Mysterio? Bah parce que vous me l'avez suggéré dans les commentaires de l'emprunter à AAA, de fonctionner en prêt. Alors, Rey Mysterio, je l'ai recruté depuis le début du mois, j'ai essayé de trouver un bon moyen de le faire démarrer. Et j'avais déjà aussi pour idée de le mettre dans le fameux 5 contre 5, ECW contre ECW, en réalité. Contre l'expansion. Mais j'ai pas mis Rey Mysterio, j'ai pas pu le mettre parce qu'il était, voilà, en priorité chez son employeur, à savoir AAA. Eh bah oui. Donc j'avais pas Rey Mysterio Junior, mais c'est pas grave, je fais quand même un très bon rating de 79, alors que les mecs me font des notes là de 85 et de 84, donc j'ai Rey Mysterio pour 5 apparitions. Et par contre il va me coûter ce bâtard 3000 $ par apparition. Donc Rey Mysterio, ça sera l'occasion de l'utiliser, je pense ponctuellement pour des chouettes matchs. Comme ça, par nostalgie. 79. Petit match pour un déconne, Rocky Maivia qui est en action, qui affronte Hayabusa. Et ben figure-toi, dans un match qui a eu du bon catch, descente réaction de la part du public, Hayabusa va battre Rocky Maivia. 8 minutes 27. C'est le retour de la non-baraka pour Rocky Maivia, qui se fait avoir dans un fast roll-up. Il est managé par Jenna Jameson. On a un peu calmé les gens avec ce match, hein, j'avoue, c'était prévu aussi, parce que je m'attendais à faire des plus grosses notes sur le match précédent. Rocky Maivia a une ring performance de 69, Hayabusa a une ring performance de 67, donc c'est honnête, pas pire. Mais Rocky ça va pas, Rocky il se fait avoir, il va engueuler derrière Jenna Jameson. Ça veut dire c'est de ta faute, 73. Jenna Jameson donc du coup qui est plus en lien, qui est plus du tout au pouvoir, et Rocky va s'énerver sur Jenna. Il est pas content. En plus ils ont perdu le truc, et pas bien. Position au sein de la compagnie, ils perdent des matchs Rocky. On est reparti sur cette losing streak, aïe aïe aïe. Enfin, le main event, dans un match décrit comme exceptionnel, qui fait qu'une petite note de 73. Steve Austin va battre Bam Bam Bigelow dans un classique ECW Rules match, 15 minutes 14, après un Stone Cold Stunner, suivi d'une mauvaise intervention de Terry Funk. Terry Funk va essayer d'intervenir, parce que forcément, il fait partie du clan. Terry Funk intervient, mais frappe, pas intentionnellement, Bam Bam Bigelow. Et ça fait qu'une note de 73, ce qui est un peu dommage. Voilà.
Tiens, expansion de... Pourtant, regarde, Austin 88, Baba Bigolo 83, on fait que 73, je suis un peu déçu. Je vais être pénalisé peut-être. Bah, segment pénalisé. Lack of an associated hot storyline. Mais pourtant, là, ils sont tous dans la storyline, je comprends pas. Il y a trop de gens peut-être dans ma storyline. Expansion, CW, Lost Hits, pourquoi? Mais elle est comment la hit de cette storyline? Elle était à plus de 80. Bon, derrière, Vader va casser la gueule à Austin. Pour justifier qu'Austin, on le voit pas, on le revoit plus tout de suite. Et là, la storyline va regagner. Mais c'est incroyable, on avait quand même un truc hyper... Ça fait qu'une note finale de 70. Parce qu'on n'a pas assez de storyline en cours. Je améliore notre popularité dans 9 régions, par contre on perd de la popularité dans une région, ok. C'est vrai que là tout est regroupé au sein d'une même et une seule storyline, c'est peut-être pas le bon plan. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de catcheurs associés à la storyline. J'ai peut-être fait une merde, j'ai peut-être merdé. Parce que là oui, j'ai que cette storyline là, bon qui est passée à 76, mais là il y a trop de monde, ouais, il y a trop de monde associé. Il y a trop de monde associé désormais. Et Terry Funk justement, je peux pas lui laisser... Donc je vais retravailler ça, je dois retravailler mes storylines, parce qu'en effet c'était un très mauvais mouvement de ma part. Donc rassurez-vous, ça je vais faire ça en off, je vais le travailler en off, parce que là du coup oui, j'avais un chose sur le papier qui pouvait me faire une note géniale, et ça l'a pas fait. TV rating par contre fait 2.09, c'est très bien, Rey Mysterio Jr. a besoin de souffler, on peut le comprendre. Just It Credible récupère WWF récupère Just It Credible, je m'en fous. Vas-y, cours, va avec eux. Profil de l'Iron Sheik, qui a pris sa retraite. Oh. Alors super, Al Snow s'est blessé, il s'est pété les doigts. Impeccable, et SMW change ses productions de Valouz. Ok. Franchir, n'empêche, qu'est-ce qui se passe là, médical? Al Snow, 6 jours, bon, 6 jours. Allez, c'est parti pour le dernier show XTV, hein, voilà, autobooker comme d'habitude. Al Snow contre Danny Doring. 9 minutes, 58, ok. Al Snow qui bosse avec les doigts pétés, hein, je le rappelle, bon. Ok, mais il est quand même là. Ils ont une great chemistry. Ils ont une chouette chemistry d'ailleurs. Ah, tiens, chemistry découverte pour Al Snow et Danny Doring. Étonnant. 66 pour Al Snow, 35 pour Danny Doring, 58 note finale, ce qui est pas si décollant. Chavo Guerrero a un petit ongle avec Paul Heyman. Ok, Paul Heyman peut-être qui fait une interview, j'en sais rien. Bon, pourquoi pas. 64. Honnête, pour aider peut-être Chavo Guerrero, j'en sais rien. Dans un match terrible, Steve Corino contre Tomoaki Honma, ce qui est pas une bonne idée. Tomoaki Honma, ça marche pas bien. Mais il fait 32. Steve Corino, 41. Steve Corino gagne un match. Sortir un petit peu de ce momentum totalement aux toilettes. Bullpen et Juventus Guerrera ont une confrontation, 49. Ok. Les Pitbulls contre Borehems, comme d'habitude. On va changer la gimmick d'ailleurs de Don Marie. Girl Next Door, voilà. Trop proche du dernier, je sais bien, mais c'est pas grave. Average, honnête, donc c'est bien. Bon, 60. 66, 69, bon, les notes sont pas terribles. Mais au moins ça les occupe. Kid Cash et Rob Van Dam ont un segment backstage, 54. Pas terrible. Par contre, ils s'affrontent et ils font une belle note de 79. C'était le main event, eh ben écoute, c'est bien. Rob Van Dam bat Kid Cash dans ce classique ECW Rules Match. 14 minutes 23 par Pitfall après un vent de Terminator. Kid Cash 61, Rob Van Dam 78. Toujours des bonnes notes pour Rob Van Dam. 69 pour le rating. Je pourrais utiliser un peu plus haut, je veux dire, dans le prestige, dans la carte Rob Van Dam. Mais je le fais pas. Parce que... quand même foutu la merde avec Paul Heyman, quoi. Ce qui est pas non plus ce qu'il y a de plus simple. On va faire un segment backstage avec Heyman, Kid Cash et Rob Van Dam. Ce serait pas banal. Allez, on va aller découvrir le bilan économique du mois. Hein. XTV Rating 0.15, bon ça va. On va pas faire le prochain Hardcore TV, bien entendu, qu'on va réserver au prochain épisode. Là, moi, vous voyez la version cutée, hein, tu vois, à chaque fois de ça. J'en parlais pendant la FAQ des subs. Je suis à bientôt la 4 heures d'enregistrement. C'est ce qui est fou, tu vois, ça prend beaucoup de temps d'enregistrer tout ça parce que voilà, je regarde beaucoup de choses dans cette compagnie pour essayer de bien la faire fonctionner. L'Inferno Kid, qui me demande une augmentation, on va lui donner 240$, on va pas non plus changer tout le business. Matardi sera dispo pour la semaine prochaine. Après, il y a toujours des problèmes de morale un petit peu partout, ok. Pas d'informations particulières, non. Les JPW font des shows à 86, voilà, avec Ase et Kobashi qui battent Misawa et Ogawa. Des choses toujours un peu cool qui se passent de leur côté. Tiens, Catch Wrestling Association. Lance Storm,
qui fait des grosses perfs aussi. Hein. Peut-être m'intéresser au profil de Landstorm, sans déconner, va être bien. Allez, bilan économique. Je suis assez déçu quand même, hein, globalement, de ce qui a été présenté au courant de cet épisode. Je m'attendais à un truc beaucoup plus éclatant. Vader est devenu le nouveau champion, moi il y a ça. Les Guns sont toujours champions par équipe alors qu'on peut même plus utiliser Billy Gunn, là il est blessé. Bref, tout va pour le mieux. Alors, le broadcasting deal étant... Ouh, on a perdu de l'argent. 278 000 $ de perte. Bon, broadcasting avec XTV Tenant va se... Bon, ok. Ça, on va devoir s'y attarder. Mais là, par contre, on a perdu de l'argent. Alors, je pensais être intouchable à niveau de thunes. Et là, plus du tout. Pay-per-view revenu en augmentation. Ticket sales, bon, pas en augmentation parce qu'on est passé du côté de Midwest, etc. On a fait des shows qui avaient un peu moins de valeur. TV revenue, la même. Sponsor, un peu mieux. Merchandising, un petit peu mieux. Le MISC, pareil. Par contre, là, le MISC, il va coûter cher. 858 000 $. Alors, en même temps, parce qu'on a fait pas mal de dépenses qui sont liées aussi au show qu'on a augmenté au niveau des productions de values. Workers, par contre, bah, on n'a pas utilisé beaucoup plus que la dernière fois, il n'y a que 10 000 $ de plus. Le show cost est à 275 000, donc un peu moins, parce que les locations de salles ont été moins importantes. Production 190 000, donc oui, là il y a 90 000 quasiment de balance, ok. Le MISC, 858 000. Alors là, le MISC est particulièrement immense. J'ai quand même pas redonné 5 000 $ à tout le monde ce mois-ci, ça va pas. Parce qu'à un moment, il y avait... Don Barry, elle faisait la gueule, je lui ai donné 5 000 $, mais j'ai pas donné 5 000 $ à tout le monde. À nouveau. Non, ça c'est un bonus du mois de juillet, ça va, je me fais peur. On est au mois de septembre. Donc non, j'ai pas redonné 5 000 $ à tout le monde, faut pas déconner. Bon, très bien. Il est content, New Jack, décidément. Il est content, ce garçon. Ah, là, ça fait quand même une sacrée perte de thunes, hein. On n'a pas été bon sur tous les niveaux. Il va falloir que je prenne peut-être des décisions dans le roster, peut-être relâcher des personnes, regarder au niveau des signatures, ce qui est les choses les plus pertinentes à faire, repartir du côté de la Twisted pour faire beaucoup de shows et amasser beaucoup de thunes. La size est à 68 en Twisted, Mid-Atlantic 62. New England monte un petit peu avec 54. Bon, ça grimpe, généralement c'est en train de grimper. Hein. Tu vois, ces valeurs-là, on partait, tu vois, de 11 et 13, là on arrive à 12 et 15. Ça monte progressivement. C'est pas non plus la grande histoire. Bon, je vais un petit peu étudier tout ça. Je vais terminer, tiens, avec le Creative Meeting. Franchise Player, forcément, tous les gros main eventers sont là. Chris Benoit, d'ailleurs, est considéré comme main eventer. Il va falloir peut-être que je fasse quelque chose d'un petit peu plus poussé avec Benoît Malenko. Next Big Thing, Sexual Castle. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Hayabusa, je vais faire quelque chose avec Hayabusa. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Steve Richards, je l'ai un peu moins utilisé. Bullpen est toujours considéré comme un next big thing. Hot Prospect. Parmi les raisons signées, le Techno Kid est très très bien placé. Très très bien placé. Talk the Talk. Austin devant Rocky, devant Pillman, devant Rick Rude et Paul Heyman. Rick Rude qui sort un peu de mes plans aussi. Les Showstoppers. Rob Van Dam, Brian Pillman, Rey Mysterio Jr. Hayabusa. Chris Benoit, Rick Gennaro, forcément Chris Benoit, Malenko, Rob Van Dam, très bien placé, Austin, Terry Funk. Le momentum, Terry Funk a énormément de momentum. Matt Bullbuster et Gary Wolf ont également beaucoup de momentum parce qu'ils gagnent tous leurs matchs à XTV, figure-toi. Donc on peut peut-être correctement les replacer. Brian Pillman a beaucoup de momentum et le Sandman aussi. Qui a moins de momentum? Steve Corino, toujours, voilà, momentum n'est plus là. Doug Gilbert, mais on va y travailler. Rey Mysterio a plus beaucoup de momentum, et Rocky non plus. Donc ça, il va falloir que je travaille, que je trouve une solution pour essayer de remettre Rocky au premier plan. Parce que là, il n'est pas dans le plan, il n'est pas dans la grande aventure de l'expansion de la ECW, il n'est pas concerné, à moins qu'il se débarrasse de Jenna Jameson, que je fasse tourner Jenna Jameson face. Mais pourquoi faire? Tu vois, c'est quand même bien. Rocky et Jenna, ça marche bien. Donc je refasse tourner face Rocky. Je voudrais pas tourner face Rocky, je pense pas. Rocky Maivia. Rocky Maivia, disposition heal. Pas de temps récent, donc on pourrait le réutiliser en tant que babyface. Ça pourrait redevenir un gros babyface de la compagnie. Et Jenna Jameson, qu'on pourrait, je pense, également utiliser en tant que babyface. Oui, voilà. Et le performance, elle a que 66, alors qu'en face 80. Hein.
peut être beaucoup plus intéressant peut-être de tourner le couple en tant que babyface pour la suite, réellement. Ah, même si j'aime bien mon Rocky Hill. Plusieurs réflexions à avoir, les amis. En tout cas, merci encore une fois de votre fidélité pour cet incroyable épisode de la ECW. Avec des déceptions, soit, notamment par rapport à ce bilan économique. On va devoir travailler des choses. Je vais encore travailler des choses. Je vais être bien plus prudent à justement ces trades que je fais avec WWF parce que il y a un côté un peu... c'est trop facile, tu vois. Et je me fais piéger par le manque de disponibilité des mecs. Je suis un peu fait avoir. Mais bon, c'est pas grave. Rendez-vous, je vous rappelle, à la découverte de TEW 2020 sur Twitch, jeudi. Et puis bien entendu, la suite aussi de grandes aventures avec la ECW. Plus qu'à vous dire, restez forts les mecs. Et à la prochaine, c'était Sturi. Ciao, bye bye.